bonjour à toutes et à tous. Donc, on va juste se présenter super vite fait. Donc, moi, je m'appelle Julien Carré, je suis physicien, enseignant-chercheur à l'INSEP Toulouse. Et ça fait maintenant 7-8 ans que je m'intéresse vraiment beaucoup à tout ce qui est enjeux écologiques, histoire des techniques, de l'énergie et les low-tech, avec mon comparse Sébastien Lachette. Sébastien Lachette, je suis chimiste de formation. J'enseigne au département de génie physique de l'INSEP Toulouse. Et notamment, j'ai changé de sujet de recherche pour m'intéresser, pour développer un sujet low-tech avec Julien, mon autre comparse. Et moi, je m'appelle Olivier Lefebvre, je suis ingénieur aussi de formation de l'ENSET, personne n'est parfait. Et moi, j'ai travaillé en entreprise pendant plusieurs années, un peu plus d'une dizaine d'années, et j'ai fait une réorientation assez radicale en allant plus dans le domaine sciences humaines et sociales, ce qui m'amène à faire des enseignements aujourd'hui sur ces thématiques, sciences techniques et société, dans des écoles d'ingénieurs notamment. Yes. Et donc, on est tous les 3 membres de l'ATECOPOL, donc Atelier d'écologie politique, qui est un collectif qui réunit maintenant 200 scientifiques du site toulousain, de tous les établissements et de toutes les disciplines. Et donc, c'est super riche de pouvoir discuter entre toutes les disciplines des enjeux écologiques, puisque ça réunit des scientifiques intéressés par ces problématiques-là. On va rentrer directement dans le vif du sujet sur une conférence qui devrait, on ne sait pas trop, on peut être bavard des fois. On espère pas dépasser l'heure. Ok. Juste pour que vous soyez prêts, vous pouvez quitter la salle, il y a encore temps. On n'a pas de monde. Donc, on va parler, on va d'abord commencer, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de comment est-ce qu'on peut faire des low-tech sans le savoir, hein, comme M. Jourdain faisait de la prose. On va parler de low-tech qui peuvent être présentes aujourd'hui. On va parler de la définition des low-tech. On va discuter de quelques initiatives qui existent et sur lesquelles on a 2-3 trucs intéressants qui nous semblent intéressants de discuter ensemble. Ensuite, on essaiera de tenter d'apporter quelques éclairages sur cette question sur est-ce que les low-tech ont besoin d'ingénierie et de recherche. Olivier nous parlera des freins et des risques du passage à l'échelle, du passage du garage au supermarché, hein, pour faire court ou autre chose. Ouais, voilà. Et on terminera par des propositions de voies possibles où on vous dira bah, si on avait 20 ans aujourd'hui et qu'on démissionnait, qu'est-ce qu'on ferait voilà. J'ai 21 ans, ça passe. 20 ans, ouais, c'est bon, ça passe. Alors, on va commencer par un petit quiz. On a proposé de faire, alors on va voir ici 3 jeunes ingénieurs pour demain qui sont déjà venus, je pense, à un atelier low-tech, en tout cas, qui te concerne. Et puis, on a 2 enseignants, vénérables enseignants de l'INSA, et on va faire un petit quiz. Le petit quiz, c'est, on va vous montrer des objets, donc il faudrait que vous mettiez un petit peu de côté par rapport à ça, voilà. On va vous montrer des objets, et il va falloir que vous trouviez qu'est-ce que cet objet remplace. Ok, on va vous montrer des objets low-tech. Alors, il y en a, vous allez voir, c'est facile, c'est de la rapidité. D'autres, il va falloir se creuser la tête. Ok. Et petite précision, ce sont des objets que donc Sébastien et moi avons intégrés dans notre vie quotidienne. Puisque, évidemment, alors vivre low-tech dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est à peu près pas possible. Hein, vous voyez, là, on est entouré de plein de high-tech, mais on essaye d'introduire un peu de low-tech dans nos vies. Donc, on va vous montrer des objets qu'on a introduits dans nos vies. C'est parti, quelques low-tech aujourd'hui. Qu'est-ce que cet objet remplace? Ces 2 objets. Qu'est-ce que ça remplace? Qu'est-ce que ça remplace? Non. Qu'est-ce que ça remplace? Un chauffage trop long, c'est pas mal quand même. Ah, chauffage trop long. Bon, allez, il y avait un mot à trouver. Non, non. On a besoin du gaz. Bon, allez, l'énergie. OK? Parce qu'en fait, ça vous ne pouvez pas vous passer complètement, même si vous avez une marmite norvégienne, vous ne pouvez pas complètement vous passer du gaz. Qui ne sait pas ce que c'est que cet objet, là, la marmite norvégienne? Ah, ben voilà, la marmite norvégienne. Donc, la marmite norvégienne, ce magnifique objet qui est composé en gros d'un tissu rempli d'isolant. Ça peut être une couverture, vous pouvez le faire ça avec juste une couverture. Vous portez une casserole, une marmite à ébullition. Vous la mettez là-dedans et en fait, ça tient la température pendant toute la nuit. Donc, par exemple, vous pouvez faire des tagines, des soupes, des betteraves, des patates. Vous pouvez même faire des yaourts avec. En gros, ça économise vachement de temps de cuisson. On enchaîne. On enchaîne. J'ai l'impression qu'il en a une. Ouais. À toi. Qu'est-ce que ça remplace? Qu'est-ce que ça remplace? Alors, c'est un four solaire, ouais. Et donc, ça remplace
De l'énergie aussi. Et en fait, là, ça ne remplace pas complètement un moyen de cuisson parce qu'on ne peut pas s'en servir tout le temps, notamment le soir, pour faire simple, et les jours nuageux. Mais clairement, ça permet de réduire la quantité d'énergie consommée dans l'année. Alors que ce soit en hiver ou en été, on a à peu près la même puissance d'autour de 700 watts. Donc, c'est vraiment l'équivalent d'une plaque électrique ou une plaque, un brûleur gaz. Par contre, bon, c'est dehors. Voilà, petite contrainte, mais gros avantage. Comme cette énergie est gratuite, l'idée, c'est de maximiser son usage pour à la fois réduire l'impact à la fabrication et augmenter le plaisir. Confiture, compote, etc. Et On ça, pourrait enchaîner. ça cuit vite. C'est équivalent d'une plaque électrique de 700 watts. Pour les questions. Ah, c'est plus dur. C'est dur. Hein. Qu'est-ce que ça remplace? Non, c'est pas la machine à laver. Le chauffage. Ah, ça remplace le chauffage. Comment? Tu le fais chauffer comme une bouillotte. Oh là là, il est trop fort. Stéphane, on l'applaudit bien fort. Il a trouvé que ça remplace. Ah, sérieux? D'accord. Donc ça, dans notre maison, en fait, on a juste un petit poêle à bois pour se chauffer. Bien entendu, ça ne chauffe pas les chambres. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de radiateur dans les chambres? On pose des pierres sur le poêle à bois. Et le soir, on va glisser les pierres dans le lit. Et quand on va se coucher, le lit est délicieusement chaud et ça dure toute la nuit, c'est trop bien. Allez, on enchaîne. Alors, qu'est-ce que ça remplace? Une tondeuse, ouais. Une tondeuse, une débroussailleuse. Alors, il y a la faux, la petite enclumette pour l'entretenir, entretenir le coupant de la lame. Et il faut un marteau aussi en plus. Et avec ça, bien maîtrisé, avec un petit peu de formation d'apprentissage, on n'est vraiment pas ridicule face à une tondeuse. Il y a un autre plaisir, ça remplace aussi du coup une salle de sport, ça remplace une rando dans la nature, parce qu'on est forcément dans la nature quand on fait ça, et que moi, personnellement, j'y prends beaucoup de plaisir. Ça économise les oreilles. Et ça économise les oreilles des voisins aussi. Ça économise les oreilles, c'est cher, c'est silencieux, et ça fait des andins directement de l'herbe. Il est facile de ramasser et d'utiliser dans ses toilettes sèches, par exemple. Ouais. Et nous, à la maison, c'est madame qui fauche. Et ouais, c'est super. C'est un outil pour tout le monde. Allez, c'est parti. Ça, c'est la conservation des légumes, la fermentation. Ouais. Lactofermentation, qui ne sait pas ce que c'est que la lactofermentation? Ah, pas beaucoup, vous êtes trop fort. Donc, lactofermentation, je rappelle, c'est de la méthode de conservation sans chauffage, sans stérilisation, sans énergie. Vous avez juste besoin de sel. Okay, vous mettez des légumes, de l'eau, du sel, et vous fermez, et ça se conserve 6 mois. Et c'est trop bon. Lactofermentation, c'est trop bien. Allez, on enchaîne. Je ne dis pas, j'ai une parabole solaire. C'est comme ça qu'on fait la choucroute. Machine à coudre. Ouais, ça, qu'est-ce que ça remplace? Une machine à coudre électrique. Enfin, oui, c'est pas assez bon comme ouais, ça permet de réparer. En fait, ça remplace l'achat, j'ai voulu dire que ça remplaçait la fast fashion. Si on commence à faire ses habits, évidemment, on va en consommer de façon plus raisonnable, mais aussi, on va sortir des standards de taille, on va avoir du sur-mesure, on va avoir de la personnalisation, on va avoir plus de fun aussi potentiellement. Bien sûr, il faut du temps. Qu'est-ce que cet objet remplace? Les jeux vidéo. Ouais, jeux vidéo. Jeux vidéo, ouais. PlayStation. Et toutes les activités low-tech. Donc voilà, mon plaisir une fois par semaine avec mes amis avec qui je fais la musique, c'est terminé par une bonne vieille soirée tarot ou coinche. Franchement, rien de tel pour la convivialité. Qu'est-ce que cet objet remplace? Ça remplace. C'est une écharpe. Hein? Ok, c'était pas l'objectif de la Ça remplace la poussette. Ça remplace la poussette, Ça mais c'est un porte-bébé entre 0 et 77 ans, parce que c'est aussi un hamac, c'est aussi une balançoire, c'est aussi un siège suspendu, voilà, une petite couverture fine, etc., etc. Et ça remplace aussi le babyphone, parce que Et du ça coup, remplace plutôt que de mettre bêtement son enfant dans une pièce loin de ses parents, bah, en fait, il dort là, quoi. Donc, pas besoin de babyphone. Et ça marche pendant la soirée coinche ou tarot. Aussi. Même pour écrire une HDR. Ouais. Ah, ça, c'est les éponges avec les chaussettes. Pas que.
Ça remplace même plus que ça. Ça remplace l'énergie. Ça remplace Le lave-vaisselle. le lave-vaisselle. Hein. Il ressent le lave-vaisselle, le plaisir. Donc, Alors, gardez vos bras. donc, je réponds de suite à l'objection qui est systématique chaque fois qu'on parle de ça. Je prends moins d'eau qu'un lave-vaisselle pour faire la vaisselle. Zéro énergie et zéro matériaux. Okay, donc, c'est bien plus écolo de faire de l'éponge que de prendre un lave-vaisselle. C'est un tawashi. Est-ce qu'il y avait une question ou... À propos du lave-vaisselle, je pensais vraiment que ça économisait de l'eau. Dans le détail, mais en économisant l'eau, ça fait moins. Et puis en plus, c'est zéro énergie parce qu'on chauffe pas, on fait la vaisselle à l'eau froide. C'est qui est écologique et utiliser l'eau de lave-vaisselle pour arroser vos plantes. Yes, tout à fait. Exactement. Ok, mais on pourra rediscuter de l'eau après. Yes. Bon, les questions à la fin, ça passe. C'est compliqué. Un aspirateur. Ouais, ça remplace un aspirateur et du coup aussi des matériaux et de l'énergie. Vas-y. Ah, qu'est-ce que ce package d'objets remplace? Ah, ça, ouais, pas mal. Donc, le package, c'est le smartphone. Avec ces objets-là, vous pouvez garder le contact avec vos proches, savoir à peu près où vous êtes, avoir de la musique partout. Ça suffit. On n'a toujours pas de montre, mais c'est pas. Mais attends, pas la montre? Si, regarde. Non. Ouais, on a la montre. Qu'est-ce que cet objet remplace? Il y a un GPS à peu près, peut-être, non, pas tout à fait. Ça remplace une Apple Watch. C'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas évidemment tout faire avec du low-tech, notamment concentrer énormément d'objets juste à son poignet. D'accord. Ah, et qu'est-ce que cet objet remplace? Une camionnette, ouais. Une camionnette de bouquiniste qui, en ayant fait faire par un artisan son triporteur, qui peut transporter 300 kg, le choix de la démultiplication, donc il n'y a pas d'assistance électrique, lui permet d'atteindre sur du plat 25 km/h et du coup de monter des côtes aussi avec ses 300 kg de charge. Ça, c'est à Montauban. Ah, le freinage est évidemment adapté. L'artisan, il est balèze, hein. Il fournit des biporteurs et des triporteurs. Qu'est-ce que cet objet remplace? Il remplace plein de trucs. La télé. Ouais. Wikipédia, ça remplace Wikipédia, ça remplace Moodle. Yes. Il a trouvé. Ça remplace Moodle. Ça remplace Moodle, ça remplace l'ECM. Pour la petite histoire, avec Sébastien, pendant le confinement, on avait tenté de profiter de la stratégie du choc et d'essayer de convaincre tous nos collègues qu'en fait, c'était peut-être le moment de retrouver les livres. Ça n'avait pas du tout marché. On est passé au distanciel, à Zoom, et on a utilisé de plus en plus Moodle. Bon, tant pis, ce sera pour une autre fois. Peut-être. Peut-être. On les applaudit bien fort, ils ont été... Et là, on vous applaudit. Donc là, ça va être aussi un petit peu participatif. Quand on avait commencé à travailler avec Sébastien sur les low-tech, première question, j'imagine tout le monde se l'est posé un jour, est-ce que ce machin-là, il est low-tech ou est-ce qu'il est high-tech? Et la question de la frontière entre le low-tech et le high-tech, est-ce que l'Arduino c'est low-tech, high-tech, le vélo, c'est hyper compliqué, quand vous regardez bien, c'est des chaînes machin, super déroulement à billes, compliqué, voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait la différence entre le low-tech et high-tech? On va commencer par vos critères. Alors, qu'est-ce que vous avez? Tac, page blanche. Quels sont vos critères low-tech? Comment est-ce que vous qualifieriez si un objet est low-tech ou pas? Yes, réparabilité, elle est trop forte. Yes, c'est dedans. Ouais. Ah, économe en énergie. Yes. Égal. Yeah. L'accessibilité. Ouais. D'avoir réfléchi à l'utilité du projet et de la nécessité du projet. Ah, yeah. Yes. Le temps de travail public et derrière l'objet. Ah, ouais. Matériaux utilisés. Et le type de matériaux. Et du coup, quel type de matériaux plutôt? T'en préférais d'autres ou pas?
Recyclable, ouais. Accessible. OK. Ouais. Simplicité d'utilisation. Simplicité d'utilisation, ouais, c'est cool. Ouais. Transmission des notes d'enfants. Ah, ouais. Ouais. Open source. Open source. Yes. Bon, on est pas mal. Vous avez été plus que nous, voilà. Donc, on avait mis open source, économe en énergie, répond à des besoins et pas forcément à des envies. Réparable, matériaux abondants, simple, durable, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut trouver globalement dans la littérature sur les low-tech. Et en fait, avec Sébastien, on s'est dit, ouais, alors c'est super, ça permet déjà d'avoir une première idée, mais ça ne nous convenait pas complètement parce que, où se situe la différence entre simple et pas simple, économe en énergie, pas économe en énergie, le matériau abondant, pas abondant, on ne savait pas trop. Et donc, on avait réfléchi avec notre collègue Guillaume Carbou, qui est aussi de la Techopole, qui ne pouvait pas être là, sur une définition des low-tech, en partant du principe qu'en fait, il y avait finalement deux communautés qui réfléchissaient aux technologies, alors low-tech ou adaptées ou comment on les appelle, mais en gros celle des ingénieurs qui va plus s'intéresser à de ce qu'on a dit justement sur les matériaux, l'énergie, etc. Et plus les gens qui viennent des sciences sociales, des sciences humaines et sociales, qui réfléchissaient au rapport à la technologie. Donc on a parlé tout à l'heure d'accessibilité, de simplicité, des modes de transmission, etc. Et donc, on a essayé de voir est-ce qu'on pourrait avoir une définition qui englobe un peu tout ça. Et finalement, on est arrivé à cette définition. Donc, c'est la nôtre, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, c'est la nôtre, on en est content. C'est une technologie low-tech si elle constitue une brique technique élémentaire d'une société pérenne, équitable et conviviale. Donc, le premier truc qu'on peut voir dans cette définition, et c'est important pour nous, c'est qu'en fait, on ne peut pas savoir si un objet est low-tech juste en le regardant comme ça, complètement isolé de la société dans laquelle il est, parce qu'en fait, ça dépend de plein de choses. Combien de personnes sont présentes dans cette société? Est-ce que tout le monde le possède, oui ou non, etc. Donc, il y a ce côté-là où il faut considérer la société dans son ensemble et on peut avoir finalement un ensemble d'objets low-tech qui vont constituer la société. Alors, avec ces trois mots-clés, donc pérenne, qui parle de lui-même, mais en même temps qui ouvre des questions assez vertigineuses, c'est-à-dire que quand vous parlez de pérennité, sachant que normalement, on est sur cette planète pour encore quelques centaines de millions d'années, est-ce qu'on parle de pérennité à l'échelle d'un siècle, un millénaire, 10 millions d'années, etc. Bon, pérennité. Équitable, donc équité parce que si un objet a nécessité de l'esclavagisme, bon, on va considérer que ce n'est pas forcément low-tech, donc il y a un côté des valeurs humanistes qui sont derrière. Et convivialité, alors pas au sens, alors ça peut être au sens vraiment convivial, c'est sympa tout ça, mais plutôt au sens de Ivan Illich et des gens qui ont réfléchi au rapport entre science et société. Donc c'est plus ce qu'on a dit tout à l'heure, une technologie qu'on peut s'approprier, qui répond à des besoins, qui va nous permettre de répondre à des besoins fondamentaux et d'être, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, Déjà oublié, l'autonomie, de répondre aux besoins de subsistance. Aux besoins de subsistance et l'autonomie, quoi, qui accroît en fait l'autonomie des gens. Voilà. Donc c'est ça un peu notre définition actuelle des low-tech et qui nous permet d'essayer de faire la frontière entre les objets low-tech ou high-tech. Après, ça ne permet pas de répondre à toutes les questions qu'on se pose sur est-ce qu'un vélo est low-tech ou high-tech, mais on a une définition. Pour nous, c'est un guide dans nos différentes démarches de recherche et même d'enseignement. Ouais, et on en reparlera tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est discuter de quelques initiatives. Ouais, vas-y, je t'en prie. L'idée, c'est aussi d'illustrer un petit peu cette définition, de retrouver ces termes de pérennité, convivialité et équité au travers de quelques initiatives. Yes. Je vais enchaîner. Alors déjà, cette slide, j'avais envie de vous la montrer pour vous montrer que notre société a déjà une énorme base de low-tech, surtout en termes d'objets. On parle beaucoup d'objets low-tech, mais ça va de la fourchette à la table. On connaît cette dénomination low-tech depuis très longtemps, mais aussi dans les savoir-faire et les outils pour beaucoup rudimentaires utilisés pour fabriquer des objets, pour produire de la nourriture, pour transformer la matière, etc. Donc, c'est soit pour avoir des métiers d'artisans, soit pour nos loisirs aussi, nos loisirs créatifs, ou même juste pour fabriquer notre tasse ou notre bol en bois, on utilise ce savoir-faire.
on a acquis. Alors, il y a plein de moyens d'acquisition de ces savoirs. Ça prend du temps, ça demande de l'expérience, mais c'est globalement accessible. Et du coup, pour ma part, je pense que c'est une bonne base si on cherche à viser de l'équité dans la population. Et pour autant, quand on regarde notre société aujourd'hui, notamment la société occidentale, ces métiers sont ceux qui ont les plus bas salaires, sont ceux qui sont cantonnés dans une classe sociale voilà, moins riche. Alors, si on nuance un tout petit peu, on voit que si on produit, si on est artisan et qu'on produit un objet de qualité ou de prestige, potentiellement, on peut se retrouver dans un modèle économique un peu plus favorable. Alors, on peut penser aux grands couturiers, sans oublier quand même que la couturière au service du grand couturier n'est peut-être pas aussi bien payée que celui qui est mis en avant ou celui ou celle qui est mis en avant pour la vente. D'accord? Mais moi, je m'intéressais plutôt à des artisans, des entrepreneurs qui ont eu envie, en dépit des évolutions, des progrès technologiques, ont eu envie de conserver leur outil de production relativement ancien, mais à un niveau de complexité maîtrisé, complètement maîtrisé par eux, ce qui leur permet de continuer à produire, par exemple, là, si on prend quelque chose de très local, hein, la chaussure, le soulard, c'est de façon ancestrale la chaussure des bergers du Béarn. Qui peut être ressemelé à façon, parce que le cuir dure 40, 50 ans, mais la semelle non. Mais il propose du coup à la fois du sur-mesure, à la fois de la réparation, etc., etc. Et c'est pareil pour les autres. Donc là, on est dans des... On sort de simplement l'approche manuelle, pour laquelle on avait fait plus facilement... on pouvait plus facilement qualifier de low-tech. On a une mécanisation, mais raisonnée, maîtrisée de l'outil. Et on peut passer à la suivante. Et après, il y a des associations, des communautés qui cherchent aussi à se réapproprier soit le savoir, ça va discuter, mais par exemple avec la communauté qui met en place Wikipédia, toute la communauté qui met en place Wikipédia, mais aussi les savoir-faire. On peut donner l'exemple à Toulouse du Café Bricole, qui répare principalement l'électroménager, du garage Cuirage, qui propose la réparation de vélos et de mécanique, mais aussi la formation ou l'auto-formation du groupe. Et encore l'association Cocopelli, qui, elle, propose de se réapproprier le lien à ce qui nous nourrit. C'est une association de semenciers et semencières qui a choisi de travailler sans propriété privée ou de rendre accessibles toutes les variétés de semences, de graines, et sans high-tech non plus, donc sans OGM. Je crois que c'est bon. Une autre initiative qu'on voulait vous présenter, c'est un peu le fer de lance des low-tech en France, c'est le Low-Tech Lab, qui s'est développé en Normandie sur l'idée de... en Bretagne. Concarneau, c'est en Bretagne, pardon. Concarneau est en Bretagne, pardon. Et non, vu du sud-ouest, et qui donc rassemble un peu un catalogue d'objets low-tech où on est vraiment sur une version un peu de bricolage, une capacité à faire soi-même avec des objets de récupération. Donc on discutera un petit peu après quel type de low-tech il s'agit. Mais voilà, c'est sans doute un des collectifs qui a contribué le plus à diffuser la pensée, la réflexion autour du low-tech en France ces dernières années. Et une autre initiative dont on voulait parler, tout ça, c'est pas exhaustif, hein, mais c'est pour un peu faire montrer les différences qu'il peut y avoir entre elles. Donc, alors que le Low-Tech Lab, il est vraiment sur un objectif de durabilité, on va faire qu'avec des objets recyclés, etc. L'Atelier Paysan, c'est une coopérative qui a un autre objectif qui vise à permettre aux paysans
de se réapproprier leurs moyens techniques, de façon à ce qu'ils ne dépendent pas des objets techniques produits par l'agro-industrie et des techniques culturales qui s'en suivent. Donc là, c'est un exemple ça s'appelle la Stutbine, c'est un petit tracteur de binage à assistance électrique qui a été construit lors d'un stage de formation au travail du métal par la personne qui est en train là, de l'opérer. Donc l'atelier paysan, il propose beaucoup de formations au travail du métal, à la construction d'objets pour l'activité paysanne. Voilà pour ce tour d'horizon. Yes. Donc maintenant, on va passer à la question suivante, qui est les low-tech ont-elles besoin de recherche et d'ingénierie? Alors, a priori, quand on voit cette question-là, on peut déjà se dire oui et non. Alors, d'une part, c'est vrai, on n'a pas besoin de recherche et d'ingénierie pour certains objets low-tech qui existent depuis des siècles ou des millénaires. Par exemple, si on prend le cas du bonnet ou du balai, très clairement, on ne va pas besoin d'avoir des laboratoires de recherche pour améliorer le bonnet, le balai ou d'ingénieurs là-dessus. Donc, très clairement, là-dessus, il y a une partie de la réponse qui est non, on n'a pas besoin. Et pour autant, il y a une partie de la réponse qui est oui, on en a besoin. Et je le dirais dans deux cas. D'une part, il y a des objets qui ont existé dans le passé avec certains moyens de production et dont on a complètement perdu les savoir-faire. Je vais prendre un objet low-tech classique, par exemple une centrale nucléaire des années 60. Vous voulez la refabriquer maintenant, vous avez perdu le savoir-faire, donc vous ne savez pas, donc il faut tout refaire. C'était une blague. Bon, pas... Quand je misais sur la blague, ça a foiré. Donc, par contre, je vais vous donner un exemple de la semaine dernière. Mon fils qui est venu me voir et qui m'a dit « Papa, comment est-ce qu'on fait du goudron à partir de résineux ?» Et effectivement, le goudron, maintenant, on le fait à partir de pétrole. Donc, voilà, il voulait du goudron pour calfeutrer un bateau en bois qui est en train de se fabriquer avec des lambris et tout. Du coup, on a cherché, alors comment est-ce qu'on fabrique du goudron avec des résineux? Donc là, vous avez un truc qui a existé dans le passé, qu'on a même encore maintenant, mais dont le moyen de production, si on se dit j'ai envie de faire le même truc mais sans pétrole, comment est-ce que je fais? Là, il faut redécouvrir des savoir-faire. Et une fois que les savoir-faire ont disparu, en fait, c'est la redécouverte. Donc, remettre au point des procédés, différents procédés. Et puis, il y a le dernier truc, c'est le cas où en fait des objets ou des procédés n'ont pas existé tout simplement dans le passé parce que, pour différentes raisons, parce qu'ils sont arrivés à une période où l'énergie était abondante et donc du coup, on a suivi cette loi parce que c'était facile. Et par exemple, si aujourd'hui vous dites tiens, je vais faire une bâche plastique pour ma serre parce que vraiment, je veux faire ça sans pétrole et tout, je veux faire ça à partir de je sais pas quoi, de plantes. Voilà, la bâche plastique, vous pouvez l'acheter au supermarché si vous voulez la faire sans pétrole, vous avez tout à réinventer. Et donc là, on a besoin de recherche et d'ingénierie pour certaines voies qui n'ont pas été suivies par le passé. Et donc l'idée, là, c'est à partir de ce que je viens de vous dire, de donner quelques exemples. Sachant que ça fait 30 minutes qu'on a démarré. Ah bon, on est bien. On est bien. Donc, premier domaine, évidemment, dans les besoins fondamentaux, l'agriculture. Donc, l'agriculture, c'est un domaine qui est difficilement pérenne. Vous avez beaucoup de problèmes lorsqu'on cherche à faire de la culture sur des siècles, sur les mêmes parcelles. Vous pouvez avoir la salinisation des sols, l'évolution des pH, etc. Donc, c'est assez complexe. Et puis, en plus, maintenant, vient de se rajouter, et c'est déjà juste quelque chose en soi, le réchauffement climatique qui fait que même si on voulait continuer dans des conditions ancestrales, là, les conditions changent, donc il y a des choses à remettre au point. Mais disons qu'il y a je voudrais donner 3 exemples de recherche en agriculture. Le premier, c'est tout ce qui est fait par les maraîchers bio actuellement, qui cherchent vraiment à faire du maximum qu'ils peuvent pour justement avoir une agriculture durable. Alors, est-ce que c'est de la réinvention? Oui. Toute la mode autour de la permaculture, au risque de vous choquer, c'est redécouvrir ce qui était la culture maraîchère du 19e siècle dans les ceintures de Paris et qui nourrissait Paris. Voilà, tout ce qu'on appelle la permaculture, en fait, c'est la redécouverte de tout ça. Et c'est enthousiasmant pour tous les gens qui le font. Là, les maraîchers sont les ingénieurs, les scientifiques du quotidien qui vont connaître leur écosystème, faire leurs expérimentations et puis essayer de produire de la nourriture. En soi, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a les scientifiques. Alors, on part de loin, puisque je donnais l'exemple de l'INRA. L'INRA a, par exemple, été quand même le fer de lance de la mise au point de l'agriculture, de l'accompagnement de
de l'agriculture industrielle, des pesticides, des OGM et de tout ce que vous voulez. Et on commence à avoir quelques pépites à l'INRA de gens qui commencent à travailler sur l'agroécologie. Donc attention, là aussi, faire gaffe au greenwashing. Quand l'agroécologie dans cette salle, c'est peut-être pas forcément la même agroécologie que ce que vous allez trouver dans certains laboratoires de l'INRA. Hein. Pour preuve, si vous allez vous balader sur leur site web, on va vous parler de différentes technologies, de génétique, etc., etc. Mais pour autant, il y a certains laboratoires. Alors, où est passé Étienne Pascal? Voilà, merci Étienne Pascal, qui faisait partie de ce laboratoire Agir, qui depuis bien longtemps, avant la mode de l'agroécologie, travaillait déjà sur des techniques durables. Donc, il commence à y avoir des scientifiques agronomes qui travaillent sur ces choses-là. Et dernier exemple, un peu plus fou, donc c'est des gens qui se disent « Ouais, la monoculture de céréales, c'est quand même pas super, on va plutôt essayer de se baser sur la production de produits alimentaires par les arbres. » Et c'est tout le mouvement de quelques illuminés dont je fais partie, qui est autour des forêts-jardins, et qui expérimentent sur des choses qui, là aussi, sont connues dans d'autres cultures, c'est-à-dire que dans les régions tropicales, les forêts-jardins, c'est quelque chose qui était très connu, ou par le passé, mais en Europe, il n'y a jamais eu trop eu de forêts-jardins, donc il s'agit d'essayer de développer ce concept-là sous nos latitudes. Et donc là, vous voyez de plants, c'est plantation d'arbres chez moi. Une seconde, j'ai appris la semaine dernière en le recroisant dans le métro que Guillaume Carbou, notre comparse, et un chercheur sociologue, va se lancer dans la ferme de ses beaux-parents sur le challenge de produire des céréales sans pétrole. Alors, à petite échelle, mais en tout cas dans cette expérimentation. Yes. Deuxième exemple dont je voulais parler, c'est la construction. Donc la construction, là aussi, je ne vais pas faire l'article sur le fait que la construction actuellement n'est pas durable, on va aller directement à l'essentiel. Pendant des millénaires, on a utilisé différentes techniques, dont par exemple la terre crue. Il y a des millions de bâtiments qui ont été construits en terre crue. Et puis, plus près de chez nous, on a un mouvement dans la construction qui est super intéressant, qui est les gens qui construisent en terre-paille. Alors, j'ai un de mes bons amis qui est maçon en terre-paille, j'ai discuté avec lui. Alors, quels sont les challenges en terre-paille? Il m'a donné 2 trucs, c'est dingue. Vous allez voir. Le premier challenge, c'est améliorer la résistance à l'eau et à l'abrasion du terre-paille. Et pour ça, vous pouvez rajouter des végétaux fermentés ou des bousses de cheval fermentées dans votre terre-paille. Donc là, il y a toutes des expérimentations à faire et un laboratoire qui travaille à Grenoble sur comment est-ce qu'on améliore le terre-paille avec de la boue. Donc là, on est vraiment bien dans du low-tech, il n'y a pas de problème. Et également, essayer de diminuer la quantité d'eau dont vous avez besoin dans le terre-paille, parce que si vous diminuez la quantité d'eau, vous diminuez le temps de séchage, et donc vous pouvez faire du terre-paille plus longtemps, parce qu'en fait, le terre-paille, c'est une saison. Il faut qu'il fasse suffisamment chaud. Et en plus, si vous diminuez la quantité d'eau, vous pouvez faire une technique qu'il a appelée le béton coulé. Donc, on peut faire carrément mouler des trucs en terre-paille, apparemment, mais pour ça, il faut réussir à enlever de l'eau du mélange. Donc, vous voyez, il y a de l'ingénierie et de la recherche dans le domaine du terre-paille, par exemple. Et oui, dernier exemple, vite fait, un exemple d'une technologie qui n'a pas existé dans le passé. Voilà, le biogaz, vous regardez, dans aucune civilisation, les gens ont utilisé le biogaz pour se chauffer. Donc là, c'est une nouvelle voie. Alors, faire des méthaniseurs high-tech, on sait faire, voilà, il y a des gens qui travaillent. Faire de la micro-méthanisation, c'est-à-dire est-ce que ça a un intérêt technologique, un investissement technologique d'avoir un micro-méthaniseur chez soi pour produire un peu d'énergie ou un peu de gaz? Voilà, ça, c'est une vraie problématique sur laquelle il y a de la recherche, de l'ingénierie. Et oui, je rappelle qu'ils sont à Ramonville, hein, Picojoule, et il y a pas mal d'étudiants ou d'anciens étudiants étudiantes INSA qui sont à Picojoule. Et si on reste dans le domaine de l'énergie et surtout de l'ingénierie et de la recherche, je vous présente ici l'association Ouzoumet, qui est une association d'ingénieurs qui a démarré en 2014, donc déjà 9 ans, et qui s'est fixé comme objectif de développer et de mettre en œuvre de nouveaux poêles avec poêles à bois, avec 2 objectifs principaux: d'améliorer la combustion. Et pour ça, ils utilisent un système de turbulence avec de l'air préchauffé qui permet d'éviter les émissions de particules fines et de CO. Et le deuxième objectif, c'est plutôt que d'aller chauffer l'air, de faire parcourir à ces fumées, ces gaz chauds plutôt,
un parcours sinueux dans de la masse pour la conserver à l'intérieur de l'habitat. Et ainsi, 45 minutes de chauffe, non pas de bûches, mais de branches, permettent d'avoir 6 heures de chaleur. Et dans cette stratégie aussi de développement, on change le rapport à l'arbre. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller couper des arbres pour en faire des bûches, on va aller récolter des branches, donc tailler des arbres pour faire une flambée de 45 minutes pour 6 heures. Globalement, en hiver, c'est 2 flambées par heure. Mais alors, ce qu'on voit, c'est que dans leur stratégie de développement, dans leur besoin d'ingénierie de recherche, ils avaient besoin de connaître les températures de sortie des gaz, la composition, donc il y a du high-tech au service d'un développement low-tech. Leur objectif, c'était qu'une fois développé, le projet est complètement open source. Ils sont même passés par la fabrication de briques à la main, en terre crue aussi, sur les zones de chantier participatif où ils venaient mettre en place les toiles. Mais ils ont changé de stratégie parce que leur objectif, ça a été d'obtenir une certification, donc se mettre en conformité et donc pouvoir garantir une durabilité. Et donc, pour ça, ils sont repassés à de la pierre réfractaire. Donc, ils ont fait des choix aussi d'ingénierie qui les a poussés à revenir un petit peu en arrière sur le niveau de complexité et d'énergie demandée par leur objet. On peut les faire à la fin, les questions. C'est de l'argile. Voilà. Ah, ouais, exactement. Et là, je vous parle de notre projet de recherche avec Julien, où l'idée, si on revient sur ce concept de briques techniques élémentaires pour une société pérenne, équitable et conviviale, on a eu envie de regarder si la production d'acier, alors on pourra détailler les raisons, mais on s'est intéressé à cette brique élémentaire de production d'acier. Et on a forcément, si on vise la pérennité, il faut la décarboner. Aujourd'hui, la production d'acier, donc c'est du minerai de fer. L'oxygène est pris par un réducteur chimique et ça se fait à autour de 1000 degrés parce qu'aujourd'hui, c'est fait avec du charbon comme réducteur et de l'énergie fossile pour la chaleur. On produit 250 kg d'acier par personne et par an. Ça veut dire 350 kg de CO2 par personne et par an. Autour de 6 à 7% des émissions de CO2 mondiales. Donc, décarboner, c'est vraiment un objectif extrêmement intéressant si on vise la pérennité et même si on va devoir se passer d'énergie fossile. On propose de remplacer le réducteur par un réducteur décarboné. Alors évidemment, il y a le dihydrogène, ça de grands groupes déjà s'y intéressent, l'ammoniac qui est une source de dihydrogène quand il se décompose, mais nous, principalement, on s'intéresse à l'urée, issu de l'urine, parce que l'urée est disponible partout dans le monde, pour tout le monde, et même des animaux en produisent. Et la source de chaleur, c'est remplacer ça par de l'énergie solaire concentrée. Donc, on collabore avec le laboratoire Promesse à Odeillo. Au LPCNO, la réaction fonctionne. Il y a un réacteur qui est en cours de développement et de test à Odeillo. Ils vont bientôt le mettre, comme ils disent, sous soleil pour faire les premières expériences. Et le plus important là-dedans, finalement, dans notre démarche de recherche, c'est d'évaluer le résultat. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse de cycle de vie de ce procédé global, une fois qu'on aura tous les paramètres thermodynamiques, tous les matériaux nécessaires pour le réacteur, etc., pour évaluer ses impacts. Alors, au regard de la métallurgie d'aujourd'hui, ça ne va pas être très compliqué, mais au regard d'une pérennité, si on la souhaite, sur des milliers d'années, là, peut-être que ce sera intéressant de décortiquer le résultat. Notamment, si on n'arrive pas à produire assez d'acier de façon renouvelable pour produire les miroirs de l'installation, ça ne marchera pas. On sera dans une société pérenne, mais sans acier. Je vois une main qui se lève au fond, c'est une réaction immédiate. Est-ce que vous avez des questions à la fin. nous donner des tailles solaires? On garde à la fin, vraiment. Ouais. Ouais. On peut en discuter à la fin. On va garder toutes les questions à la fin, sauf vraiment des points minimes. On va discuter. Clairement, ce n'est pas aussi grand que ça. Parce que justement, on peut passer. Alors, où sont Bastien et Marion?
Ah, voilà. Donc là, voilà. C'est eux qui sont responsables de tout ça. Là. Ouais, Bastien et Marion, Hop là. on teste tous les deux. Ouais. Et, Bastien, ils font tous les deux ce travail-là. Et ça, c'est un slide de Bastien. Parce que comme on fait de l'ACV et comme on s'intéresse à l'énergie solaire concentrée, dans une gamme de haute température pour la métallurgie, on fait le boulot. On a déjà des dispositifs à basse température qu'on connaît bien, la parabole solaire, et on aimerait bien les démocratiser. Donc, il y a un modèle commercial SK14 vendu par une association en Allemagne. Et ce qu'on va leur proposer, ce qu'on a fait, c'est l'analyse de cycle de vie de différents moyens de cuisson, de chauffage d'eau, entre 20 et 90 degrés globalement, pour 2 litres. Ce qu'on voit, c'est ici sur les impacts. En bleu, vous avez la plaque électrique, en jaune, orange, l'induction. Et si vous regardez les paraboles, il y a 2 modèles. Celui en noir, là, c'est le modèle SK14 avec une structure complètement en aluminium et des miroirs en aluminium. Donc 13 kg d'aluminium. Et un second modèle qui a été fabriqué par un voisin chez moi, où tout l'aluminium inutile est remplacé par du bois. Donc ça va nous permettre, parce qu'on va lancer, il y a 2 stages de master qui vont démarrer, un designer de l'UT2 et Kélian qui est là. Kélian, ouais, qui est là, qui a fait le master MSEI. Ça va nous permettre de proposer à l'entreprise un design de structure bois à vendre avec une notice de montage, avec une notice de fabrication pour les menuisiers éventuellement, pour qu'ils puissent localement produire plutôt que d'envoyer l'ensemble de la structure. Et même l'utilisateur, s'il se sent, peut aussi produire cette structure en bois pour sa part, comme c'est le cas ici. Voilà, mais je m'arrête là pour ne pas prendre trop de temps. Celui-là, c'est moi qui le présente. Un domaine de recherche dans la thématique low-tech, c'est ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires. C'est tout ce qui serait entre le vélo et la voiture, c'est-à-dire des véhicules dont quand même la caractéristique principale, c'est que l'essentiel de la masse du véhicule sert à transporter un objet utile ou une personne et non pas à transporter l'objet elle-même, l'essentiel de l'énergie, pardon. Et donc là, voilà, vous avez quelques exemples de véhicules qui sont en cours de réalisation, notamment au travers d'un défi qui est financé et organisé par l'ADEME, qui s'appelle l'Extrême Défi et qui met donc en compétition divers prototypes de véhicules. Voilà, alors on a pas mal couru, ça fait 45 minutes à peu près. Ça va? Vous avez encore un peu d'endurance. Bon, c'est à moi maintenant. Moi, je voulais vous parler des freins et des difficultés de faire passer tout ça à l'échelle, c'est-à-dire de se poser la question comment est-ce qu'on pourrait aller vers une société low-tech. C'est ça qu'on vise finalement, c'est dépasser les quelques initiatives comme ça ponctuelles. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal aujourd'hui à passer vers une société low-tech? Alors, on pourrait dire c'est le capitalisme, ouais, sans doute, mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Et donc, la question, ça serait qu'est-ce qui vraiment, dans le capitalisme, constitue les éléments de blocage? Et le capitalisme, qui s'est historiquement fondé sur le développement de l'industrie, alors on pourrait dire le problème, c'est l'industrialisme. En fait, hein, c'est le fait de produire avec des grandes industries, la production de masse, etc. Et alors, voilà donc les 2 questions que je vais aborder maintenant, low-tech et industrialisme et low-tech et capitalisme. Alors, je vais commencer par low-tech et industrialisme. L'industrialisme, c'est un courant de pensée, on peut le voir comme ça, hein, qui est né au 19e siècle avec notamment la figure de Saint-Simon, Henri de Saint-Simon. Vous avez peut-être entendu parler, Emmanuel Macron s'en réclame, par exemple, régulièrement, et c'est cette idée du saint-simonisme qui considère que le développement de l'industrie, des machines, en raison des gains de productivité qu'ils vont procurer, c'est des moyens pour faire advenir une société idéale, une société d'abondance où on serait libéré du travail, etc. Donc c'est une utopie machiniste, le saint-simonisme.
Et cette vision productiviste, elle s'est développée et la production industrielle en grande série, la production de masse que l'on connaît aujourd'hui, ça représente l'immense majorité donc, des objets qu'on utilise au quotidien. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans l'industrialisme? Qu'est-ce qui fait que ça ne serait pas compatible avec les low-tech, au fond? Ou autrement dit, étant donné que ce qu'on veut malgré tout, c'est avoir une massification des low-tech, qu'est-ce qui, dans l'industrie, qu'est-ce qui, de l'industrie, devrait être évité? C'est un peu ça la question que je voudrais poser. Alors, c'est pas finalement, cette question-là, je ne vais pas la prendre de front, mais je vais plutôt me servir d'un article qui est paru sur le site de Ingénieurs engagés. Je ne sais pas si vous connaissez le site de cette association d'ingénieurs, qui a été écrit par Nicolas B. et Anthony B. Alors, ils n'ont pas mis leur nom complet, voilà. Mais un article que j'ai trouvé particulièrement bien fait, qui a été publié en novembre dernier, qui s'intitule « Du système D à un projet de société, la low-tech au-delà du bricolage ». Donc, il pose un peu la même question que l'on cherche à aborder aujourd'hui. Et dans cet article, ils ne font pas une critique de l'industrialisme, mais ils tentent de tracer quelle pourrait être la voie qui ferait qu'un développement à grande échelle, donc qui nous occupe des low-tech, serait possible hors de leur domaine de niche. Et j'en profite pour donner une autre référence, en plus de cet article-là, qui est le livre de Luc Dando, qui s'intitule « Pour une éco-industrie locale », qui est paru en 2014. Et il se trouve que Luc Dando vit en Ariège, donc proche de Toulouse, et qui démarre un nouveau projet suite à ce projet d'éco-industrie locale. On est vraiment à nouveau dans cette recherche d'amplification de quelque chose qui ressemblerait à des low-tech. Il démarre un nouveau projet sur ces thématiques donc de développement industriel pour des sociétés durables. Alors voilà, ça c'est un peu la phrase qui résume cet article d'ingénieurs engagés. Qu'est-ce qu'ils disent dans cet article? Ils disent que le low-tech s'est fondé sur un imaginaire du bricolage. Et paradoxalement, ils observent que c'est un sujet qui a été beaucoup investi par les ingénieurs, qui ne sont pourtant pas des bricoleurs, a priori. Et sans doute parce qu'il y avait un manque, ça c'est mon interprétation, mais un manque d'activité pratique, d'activité qui ait du sens chez les ingénieurs, qui fait qu'il y a cette appétence pour le low-tech. Alors, ils distinguent deux visions dominantes aujourd'hui du low-tech et proposent une troisième voie. Donc, la première vision dominante, c'est le do-it-yourself. Et donc, le low-tech lab en est l'étendard que je présentais tout à l'heure. Et cette vision-là, selon eux, elle s'inscrit dans l'héritage du mouvement des makers, du mouvement des Fab Labs, mais en y intégrant une forte dimension sociale et écologique. Et il y a un intérêt de démocratisation de la technique, du faire, qui permet de réaliser un peu une sensibilisation à ce que ça peut apporter de faire soi-même. C'est un peu ça l'intention qu'il y a donc derrière ce do-it-yourself. Les limites qu'il relève à l'approche do-it-yourself, donc je ne traduis pas en français, hein, voilà, c'est toi-même, c'est que cette approche, elle se fonde beaucoup sur la récupération d'objets, de matériaux déjà existants, et que ça pose quelques problèmes, si on imaginait passer à l'échelle, de la qualité des matériaux, l'absence de standards qui va impliquer qu'à chaque fois, il va falloir recréer un nouveau design, etc., pour cet objet-là qu'on a trouvé particulier, dont on va se servir pour faire notre récupération. Donc, chaque objet va plutôt être unique. Et l'autre argument, qui est un argument un tout petit peu absolutiste, mais qui est de dire, bon, si on ne se sert que de la récup, ça veut dire quand même qu'on dépend, pour faire quelque chose de durable, on dépend de quelque chose qui ne l'est pas. Hein. On va récupérer des choses qui sont non durables, ce qui est un argument qui, si on s'intéresse à des horizons de temps un peu importants, a du sens. Et de manière générale, voilà, l'élément principal, c'est de dire la low-tech version bricolage, ça ne fait pas en soi un modèle de société. C'est important pour sensibiliser, mais ça ne fait pas un modèle de société. Et ils opposent à ça un développement des low-tech qu'ils appellent néo-artisanal, et qui apparaît comme un peu complémentaire à cette approche très individuelle du do-it-yourself, hein, c'est bien le mot, où là, des personnes vont se former dans cette approche néo-artisanale qui souligne un renouveau de l'artisanat, hein, comme ça a été présenté par Sébastien tout à l'heure, ces métiers-là qui perdurent et ce regain d'attrait qu'il peut y avoir pour l'artisanat, ça s'inscrit dans cette approche néo-artisanale, où là, c'est pour des activités où il y a un niveau de technicité ou une échelle qui est plus importante.
mais toujours avec cette idée que les utilisateurs, les utilisatrices vont rester à l'origine de la conception, de l'expression du besoin. Ça c'est quand même important. Et alors, eux rattachent les activités de l'atelier paysan à cette approche néo-artisanale. Bon, selon moi, ça mériterait d'être discuté parce qu'il y a une idée de passage à l'échelle supérieure, mais pourquoi pas. Et alors, les limites qu'ils voient de l'approche néo-artisanale, c'est-à-dire des gens qui vont se former pour faire des choses un peu plus techniques que le do-it-yourself, c'est qu'il y a besoin, pour la plupart des objets qui sont pensés, de ressources qui sont non renouvelables. Et que le problème, c'est que leur extraction aujourd'hui, elle ne peut pas être artisanale, elle, parce que les gisements faciles d'accès, ils sont déjà terminés, et donc il y a besoin d'approches particulièrement industrielles pour aller récupérer des ressources naturelles, des minerais. Même si on pourrait faire en grande partie avec le recyclage, on ne pourrait pas faire pas tout. Et surtout, l'argument principal, c'est de dire qu'il y a certains objets qui nécessitent une approche industrielle. Julien a parlé du vélo, du roulement à billes. On ne peut pas demander à un forgeron de nous faire un roulement à billes. Et le roulement à billes, c'est un produit de l'industrie. Et le vélo n'est apparu, le vélo avec roulement à billes n'est apparu que lorsque l'industrie et les machines s'étaient développées historiquement. Donc voilà, il y a cette limite-là qui est importante. Leur conclusion là-dessus, c'est que ces deux approches, in fine, elles reposent sur de la high-tech. Autant le do-it-yourself que l'approche néo-artisanale. Et il y a une distinction importante, intéressante, je trouve, à avoir en tête, c'est qu'il y a certains objets qu'on pourrait qualifier de low-tech. Ils donnent l'exemple de la cafetière à piston. Effectivement, la cafetière à piston, c'est simple, ça peut durer très longtemps si on en prend soin, c'est très appropriable, etc. Et tout. Mais pour la fabriquer, il faut des machines d'une grande complexité parce que pour faire un treillis, un filtre en métal, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon artisanale. Et donc, eux, ce qu'ils proposent comme troisième voie, c'est une vision qu'ils appellent néo-industrielle, que moi, personnellement, dans d'autres projets, j'appelle de bifurcation industrielle. Et c'est l'idée de comment faire projet de société avec les low-tech. Et pour eux, c'est important de présenter cette vision-là parce qu'aujourd'hui, les visions bricolage, etc., sont un frein à l'imaginaire d'une société low-tech. Si on a accumulé du bricolage, ça ne fait pas projet de société. C'est toujours cette idée. Alors, il relève dans l'article le fait que cette approche néo-industrielle, elle semble antinomique avec les valeurs du mouvement low-tech, elle semble incompatible, et ça pourrait être pris comme un nouveau greenwashing, finalement, où on chercherait à rendre le système industriel actuel plus durable, avec une industrie propre, des filières éco-responsables, etc., sans remettre en question le système socio-économique sous-jacent. Donc, il s'agit bien, selon eux, de se départir de cette voie-là et de créer une nouvelle voie industrielle dans laquelle, voilà, et le point qu'ils indiquent comme le manque principal dans les approches do it yourself ou artisanales, c'est le manque de raisonnement systémique sur qu'est-ce que ça va faire à grande échelle, comment ça pourrait se passer. Et c'est donc là qu'on voit qu'il y aurait un besoin d'une ingénierie low-tech tel que ça a été présenté là sur quelques exemples. Je vais m'arrêter là sur cette partie low-tech et industrialisme pour pas être trop long, parce que là, ça va faire pas encore 1 heure qu'on a démarré, mais presque. Je réfléchis si j'ai rien oublié de vraiment important. Non, voilà, en conclusion, leur idée, ça serait l'objectif, ça serait de jongler quand même, de pas, la troisième voie, elle n'est pas exclusive. Il s'agit d'une part de jongler entre des low-tech bricolés qui restent indispensables pour se réapproprier la question technique là où c'est possible, l'environnement technique, d'autres qui sont plus élaborés, de type artisanal, qui vont nécessiter quand même un savoir-faire et une formation que chaque individu ne va pas pouvoir réaliser par lui-même. Donc, c'est cette approche artisanale. Et enfin, des étapes de production qui vont nécessiter des moyens plus importants, plus centralisés, mais qui seraient essentiels, notamment à la fabrication d'outils qui peuvent ensuite être utilisés par la version artisanale. Voilà. Ouais, je ne vais pas plus loin sur cette partie low-tech et industrialisme et cette discussion pour me réserver un petit peu de temps sur cette deuxième question, low-tech et capitalisme. Donc, le capitalisme, historiquement, c'est ce qu'on appelle un rapport social de production, c'est-à-dire une organisation sociale singulière
pour la production, des choses qu'on utilise dans la vie. Qu'est-ce qu'elle a de singulier, cette organisation? C'est qu'il y a des personnes qui, historiquement, donc, possèdent le capital et ils peuvent l'investir dans des entreprises et en tirer un revenu. Et d'autres ne possèdent pas le capital. La seule chose que les personnes possèdent, c'est leur force de travail qu'elles vont vendre pour disposer d'un revenu qui leur permet de vivre. Mais le capitalisme, ce n'est pas que ça. Et la question là qu'on doit à nouveau se poser, c'est qu'est-ce qui, dans le capitalisme, qu'est-ce qui, dans le système économique actuel, pose problème pour un déploiement des low-tech? Alors, est-ce que c'est l'argent qu'il faut supprimer? Est-ce que c'est la propriété privée des moyens de production? Est-ce que c'est l'obsession de croissance? Voilà. Donc, qu'est-ce qui pose vraiment problème? Pour développer ce point, là, je vais me baser sur un texte que j'avais écrit, une tribune qui cherche à montrer où se situe l'incompatibilité entre low-tech et capitalisme. Le point de départ, c'est l'observation qu'il y a un essor de la pensée low-tech. La communauté low-tech, elle ne cesse de s'agrandir, elle ne cesse de s'institutionnaliser. On fait même des conférences sur les low-tech dans des écoles d'ingénieurs. Le Shift Project qui a accompagné l'INSA sur la réflexion sur le futur des enseignements, l'ingénieur du XXIe siècle, indique que des enseignements sur les low-tech devraient être présents. L'ADEME, la principale agence publique de l'environnement, fait des appels à projets sur des thématiques low-tech, etc. Et tout. Donc, il y a un essor de ces domaines-là. Et l'autre observation, c'est qu'enthousiasmés par cet essor, certaines personnes, notamment de la communauté low-tech, le voient comme une possible voie de reconversion écologique de l'industrie française, dont l'organisation, les capacités de production pourraient bénéficier justement à ce domaine un peu artisanal, quelque chose qui permettrait le passage à l'échelle. La question que je pose, c'est s'il devait être pris en main par les logiques du capitalisme, est-ce que le projet politique, est-ce que le projet de société porté par les low-tech, est-ce qu'il ne risquerait pas de se dissoudre dans le marché? Alors, l'autre élément, c'est on a pu observer des appels à la réindustrialisation de la France qui étaient portés par différents courants politiques et qui ont été encore renforcés par la dépendance qui a été mise à jour vis-à-vis de la production étrangère lors de la crise du Covid. Et on assiste aujourd'hui à des demandes qui sont adressées à des grands groupes industriels pour qu'ils s'emparent justement du sujet des low-tech, pour qu'ils effectuent ce passage à l'échelle, cette mise sur le marché, afin d'en accélérer l'essor. L'idée sous-jacente, c'est que si on demande au capitalisme de produire les bons objets selon les bons critères, alors on pourra enfin avoir des modes de vie soutenables. Et ça ne me paraît pas tout à fait sûr, parce que s'il est certain que le capitalisme est en capacité de produire massivement des objets qui répondraient à des exigences low-tech, on peut douter qu'il ait la capacité de faire advenir une société soutenable, une société low-tech, une société conviviale. Une des raisons, c'est que on peut sans doute pas sortir comme ça du consumérisme, des effets infernaux, pour le dire rapidement, du capitalisme, d'un point de vue social, l'aliénation des individus et environnementale, ça n'est plus à démontrer, en conservant la même organisation économique, c'est-à-dire la marchandisation, comme élément de pensée principal, la division maximale du travail, la recherche incessante de gains de productivité, le principe de rentabilité sur investissement, etc. Et donc la croyance qu'on pourrait quelque part avoir une société low-tech en demandant la production des objets au capitalisme, elle repose sur une idée qu'on pourrait dissocier, comme ça, très simplement, ce que l'on produit, les objets dont on aurait besoin, là, qu'on a présenté, les fours solaires, etc., de comment on les produit, de comment on s'organise pour les produits ou les réparer. Et là, c'est oublier qu'on ne peut pas séparer comme ça si simplement la fin et les moyens. Le point clé, il est là. C'est que ce que l'on produit et comment on le produit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut si facilement séparer. Et c'est pourtant ce qu'a cherché à faire et ce qu'a fait l'industrie au fil de son développement. Je prends l'exemple avec les véhicules intermédiaires que je vous ai présentés, là, entre le vélo et la voiture. Qu'est-ce qui se passerait si on confiait leur production aux constructeurs automobiles, qui se questionnent actuellement très vivement sur leur devenir, hein. C'est-à-dire que les constructeurs automobiles ont conscience qu'on a atteint un plafond de production automobile, qu'on n'en vendra jamais autant qu'on en a vendu jusqu'à présent et que de toute façon, ça va décroître. Donc, ils cherchent des voies de reconversion. Qu'est-ce qui se passerait si on leur demandait de produire ces véhicules intermédiaires au motif qu'ils possèdent les compétences, les structures de production adaptées, etc.
Ben, l'idée, c'est que guidés essentiellement par cette logique de recherche de nouveaux marchés et par un impératif de rentabilité économique, ben, ces acteurs-là, ils prendraient pour fin ce qui devrait être qu'un moyen au service d'une économie durable. Donc, par exemple, on avait vu un Dieselgate dans l'automobile, on pourrait tout à fait avoir un low-tech gate, c'est-à-dire que dans les véhicules intermédiaires, c'est-à-dire des opérations spécifiques d'ingénierie qui consisteraient à vider de sa substance le cahier des charges low-tech, mais tout en satisfaisant la réglementation qui aurait été élaborée à un niveau national. On peut aussi imaginer qu'il y aurait des véhicules low-tech qui seraient extrêmement luxueux, qui seraient fabriqués à la main, de façon artisanale, avec des matériaux de qualité, mais accessibles seulement à une frange aisée de la population, et ça cohabiterait avec des véhicules low-tech, low-cost, de moins bonne qualité, moins robustes, etc., que les gens devraient effectivement souvent bricoler par eux-mêmes parce qu'ils seraient un peu brinque-ballants. On peut imaginer ça. On peut aussi imaginer qu'on serait envahi par de la publicité pour ces fameux véhicules intermédiaires, pour nous dire qu'il faut quand même acheter le nouveau modèle, etc., et nous vantant à chaque fois les économies permises grâce à l'achat de ce véhicule, comme c'est le cas pour la nouvelle chaudière à condensation ou que sais-je. Donc, dans ces quelques exemples, c'est pour rappeler que la condition nécessaire et suffisante à la création d'un marché dans le capitalisme, c'est l'existence de clients solvables. C'est ça qui va guider les choses. Et ça, c'est un principe qui n'est pas réconciliable avec un projet de société conviviale, avec un projet de société low-tech. C'est un point qui doit être enlevé. Un autre exemple qui serait très parallèle qui illustre bien ce qui peut poser problème, c'est le cas de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, au début, ça s'est fondé avec des paysans très militants, finalement, dans leur activité. Et puis, à un moment, les grands groupes alimentaires ont vu là une possibilité de nouveaux marchés, d'extension de leur marché. Ils ont poussé pour l'adoption de règles plus souples et ils ont développé leur propre offre bio qui partagent aucune problématique sociale et écologique avec l'agriculture bio initiale. À aucun moment, cette offre du bio par les grands groupes d'agroalimentaire, elle a eu pour objectif que les populations elles puissent globalement se nourrir avec une alimentation paysanne et locale. Ça n'a jamais été ça, l'objectif. Donc, le bio dans le capitalisme, ça ne signifie pas la généralisation des AMAP. C'est pas ça, c'est plutôt son contraire. C'est une mise en concurrence exacerbée entre l'agriculture paysanne d'un côté et l'agro-industrie. C'est un complément de gamme. Le bio dans le capitalisme, ça devient un complément de gamme pour une population fortunée. Un point, on pourrait se dire, oui, mais quand même, le capitalisme, il change, le fonctionnement de l'économie change, et effectivement, il ne manque pas d'idées pour se renouveler. Et le dernier avatar, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Alors, l'économie de la fonctionnalité, ça serait comme le nouvel âge du capitalisme, enfin compatible avec les limites planétaires. L'idée, c'est qu'on n'achète plus un objet, mais on achète un service rendu par cet objet. Alors ça fait que le producteur de l'objet, il est incité à le faire durable, cet objet, parce que c'est lui qui a la charge de la réparation et de le changement. Donc, c'est le contraire de l'obsolescence programmée. Et ce nouveau modèle économique, il s'imagine un petit peu être adapté à des marchés où petit à petit, la demande se réduit au fur et à mesure que la durée de vie des objets augmente. Et avec les prix, on arriverait à réguler ça. Donc, on pourrait se féliciter de voir comme l'économie faire de nécessité vertu. Là, ça y est, c'est les limites planétaires, donc on invente un nouveau modèle économique. Mais il faut mesurer qu'est-ce que ça signifie, le fait que ça reste pris dans des logiques de marché. Un très bon exemple d'économie de la fonctionnalité, c'est les vélos en libre-service, c'est Vélo Toulouse. Vous n'achetez pas un vélo, vous achetez la possibilité de faire du vélo pendant un temps donné. Et vous aurez remarqué sans doute que ce système, qui est en fonctionnement dans plusieurs dizaines de villes dans le monde, son opérateur, ça n'est autre que le leader mondial de l'affichage publicitaire, c'est JCDecaux. C'est-à-dire que pour avoir ce service-là, il faut quand même avoir la publicité de JCDecaux. Et il accepte, voilà, c'est un donnant-donnant. Donc, ça fait se poser des questions. C'est-à-dire si on devait avoir un véhicule intermédiaire qui serait fait par JCDecaux ou par Renault, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une publicité à coller dessus? Mais oui, mais ça permettrait de faire l'économie de la fonctionnalité. Bon, vous voyez un petit peu où est le problème. Donc, plutôt que de se remettre aux grands groupes industriels, aux structures traditionnelles
de l'économie en charge pour qu'il se charge d'une marchandisation des low-tech, d'une mise en marché des low-tech. La proposition, ça serait d'essayer de faire un développement d'une filière industrielle low-tech qui aille chercher ses inspirations dans des directions opposées à la marchandisation. Et le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement des coopératives, le mouvement de l'économie sociale, est sans doute une voie intéressante. Et alors, juste un point que je voulais préciser, c'est que s'opposer aux logiques de marchandisation, voilà, ça ne signifie pas tout faire par soi-même. Il ne s'agit pas de refaire un do-it-yourself sur la base de ce constat, en se disant « Oulala, mais si je commence à vendre quelque chose, alors ça va être corrompu directement, donc il faut tout faire soi-même ». Ce n'est pas ça l'idée. Ça signifie s'organiser collectivement à des échelles qui rendent possible quand même les principes d'autogestion pour produire, commercialiser, distribuer les objets dont on a vraiment besoin pour se loger, se déplacer, se nourrir, se vêtir, etc. Alors, ces activités, aujourd'hui, on en est essentiellement dépossédé et on peut quelque part s'en féliciter, se dire, bah ouais, c'est quand même pratique, j'ai pas besoin de faire tout ça et tout, je peux l'acheter, c'est plus pratique. Mais peut-être que le fait justement qu'on en soit dépossédé, que le marché s'en soit chargé de cette production-là, peut-être que c'est quand même ça qui est à la racine de la situation environnementale que l'on vit. D'où cette idée de réappropriation de cette production. Et donc, voilà, eux appellent ça, donc les ingénieurs engagés, une version néo-industrielle. Moi, j'appelle ça dans d'autres projets un peu la bifurcation industrielle, qui serait comme une première étape d'un projet politique de société low-tech. Voilà pour ça. J'ai été trop long ou pas? Ça va, raisonnable. On a couru, hein, pardon. Merci Olivier. Et on va finir, avant de passer à la partie discussion, par une dernière partie relativement courte, où on s'est plié à l'exercice de si on commençait demain, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, on va répondre en deux parties. Premièrement, c'est les questions, en gros, les questions générales qu'on a en tête. On se dit, OK, il faut faire gaffe à ça. Et ensuite, vers quoi on se lancerait? Donc, je commence. Le premier truc que je me dirais, c'est après avoir écouté l'exposé d'Olivier, je me dirais, OK, dans notre système actuel, se lancer dans les low-tech, ça va pas rapporter d'argent. Et je pense qu'il ne faut pas se dire, OK, ça ne va pas rapporter d'argent, donc je ne le fais pas. Il faut partir de cette réflexion-là, donc ça ne va pas rapporter d'argent, comment on fait du coup? Et en partant de là, je pense qu'il y a plein de solutions différentes qui doivent dépendre des gens. La première, c'est il y a des gens, la sobriété heureuse, ça leur va bien, vivre au RSA, ça leur va bien, on en connaît toutes et tous, mais ce n'est pas la majorité, mais c'est une possibilité. Donc, ça nécessite quand même de continuer toujours à se battre pour que le RSA continue à exister, pour que des gens puissent avoir des activités non productives et vivre avec le RSA. Fin de la parenthèse. Seconde possibilité, c'est l'association. Et l'association, en fait, on en a plein autour de nous qui sont basés sur ce modèle-là, c'est les couples. Je ne sais pas combien de gens connaissent des couples dans lesquels vous avez une personne qui a un travail qui n'a aucun sens alimentaire, qui rapporte de l'argent, et l'autre personne qui a une activité épanouissante, créatrice, qui ne rapporte rien du tout, mais qui est pleine de sens. Allez, levez la main. Vous en connaissez? OK. Vous en faites partie? OK. Donc ça, le couple existe, le principe existe, mais ça reste juste le couple. Avec ça, on ne va pas faire des industries low-tech. Mais par contre, on peut essayer d'imaginer, de mettre en place des systèmes coopératifs entre, je ne sais pas moi, des jeunes ingénieurs qui se mettent d'accord ensemble en disant, il y en a la moitié qui font du low-tech, l'autre moitié qui vont bosser chez Airbus, et on met en commun les salaires. Okay. Par exemple. Voilà. Par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il faut imaginer quelque chose collectivement pour rendre ces activités low-tech possibles et quelquefois partager le salaire, mais aussi partager le sens. Voilà. Donc ça, c'est un truc que je me dirais, disons que je ne partirais pas tout seul. J'essaierais de trouver des gens, alors peut-être que j'irai bosser chez Airbus, ou peut-être que ce serait moi qui bricolerais un truc, mais en tout cas, c'est clair que je dirais, OK, c'est sûr que ça ne va pas gagner d'argent, donc on part de là et on construit quelque chose. L'autre possibilité, c'est le mi-temps. On a eu un exemple, Nico, il n'est pas là, Nico Lally, il n'est pas venu, mais alors on a eu deux exemples à l'INSA. On a quelqu'un qui était ingénieur de recherche INSA et qui était pâtissier à côté.
Et on a eu Nicolas Alaï qui était postdoc chez nous dans notre laboratoire. On s'était mis d'accord et pendant la moitié du temps, il était postdoc dans notre labo et l'autre moitié du temps, il montait sa microbrasserie et après, il s'est lancé. Voilà. Donc ça, c'est possible aussi. Le mi-temps, c'est une possibilité. Voilà. Donc ça, c'est sur les trucs que je me dirais avant de commencer. Et après, sur ce que je ferais concrètement, il y aurait deux possibilités. Soit je partirais sur le développement de jardins-forêts pour les collectivités locales et les particuliers. Avec possibilité éventuellement de gérer la récolte, les surplus, la transformation alimentaire pour laisser des trucs aux gens, mais éventuellement peut-être les surplus, les prendre en charge et les revendre sur des marchés. Voilà, première possibilité. Et deuxième, c'est de dire, en fait, il n'y a pas actuellement, il n'y a aucun endroit où en fait il y a un lien entre la production et les clients en matière de low-tech. Donc je lancerai, je pense, une première low-tech shop, ça s'appellerait, dans une petite ville pour avoir principalement une clientèle rurale dans lequel il y aurait les objets de mes rêves low-tech, voilà, et qui, en ayant choisi les producteurs, les machins, le conseil, faire de la réparation, éventuellement de la location d'objets, parce que finalement, il y a plein d'objets. Quand on est à la campagne, on s'aperçoit qu'il y a des objets dont on a besoin 2 jours par an, et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On les achète, les voisins, les machins, trucs comme ça. Donc finalement, avoir un point centralisé, éventuellement même subventionné par la mairie, parce que je pense que ça pourra avoir un intérêt pour les gens, dans lequel on fait du service de location d'objets durables, réparables, etc. Donc, voilà. Dans quoi je partirais perso. Voilà. Qui tu veux? Allez, j'y vais. Allez, vas-y. Ouais, on s'était dit ces 2 questions. Comment tu les as formulées? C'est quel constat je ferais et puis bon, je sais plus, ça va venir. Générale. Ouais, d'accord. En fonction d'une réflexion générale. Ouais. Donc, si je voulais voilà, me lancer dans l'ingénierie low-tech aujourd'hui, soit en ayant 20 ans de moins, soit maintenant, hein, qui sait, je n'ai peut-être pas dit mon dernier mot. Eh bien, la première chose que je ferais, c'est de bien penser quand même que de ne pas être un puriste du low-tech, c'est-à-dire de bien penser qu'il y a une différence entre faire atterrir la société de là où elle est, prise dans un système technique non soutenable, hyper complexe, dont on peut considérer qu'on est incarcéré à l'intérieur, on en est dépendant, donc on ne peut pas facilement sortir. Donc, il faut inventer des voies d'atterrissage, voilà, hein, pour ensuite imaginer une société low-tech. Mais elle ne peut pas exister paf, du jour au lendemain aujourd'hui. Donc, il faudrait mettre un peu de compromis. Voilà, il faudra mettre un peu de lithium dans la batterie de ces véhicules intermédiaires, même si sur 1000 ans, ça ne tiendra pas. Mais ça permet d'envisager des nouveaux modes de vie, des nouvelles sociétés, etc. Donc, ça serait ça le constat. Et moi, ouais, je me lancerai donc je me formerai un peu en mécanique parce que j'y connais rien, j'apprendrai à faire quelque chose un peu de mes 10 doigts et je me lancerai dans ces idées de véhicules intermédiaires avec quelques copains, copines, de faire un châssis particulier. Je ne sais pas où est la souris, voilà, là, il y a un exemple pour un cas d'usage ou chercher quelque chose qui soit le plus générique possible, au contraire. Et puis, je chercherai des subventions pour ça, parce qu'il y en a de plus en plus, c'est-à-dire je chercherai à garder ma ligne politique, je dirais, vis-à-vis des low-tech, mais tout en l'institutionnalisant au maximum et en récupérant des sous pour monter ça et payer des gens et essayer de passer à l'échelle, tout en gardant cette ligne politique claire, quoi. Voilà ce que je ferais. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont motivés pour le faire, on en discute après. Ok. En ligne directrice, moi, ce que j'ai envie de garder en tête, c'est low-tech, high-tech, pour moi, peu importe finalement la limite entre les deux, ou travailler à ça, ou rester en dessous. Ça m'est égal, ça concerne le système technique. Ce que je veux, c'est qu'il soit compatible avec une société pérenne, équitable et conviviale. Voilà, grosso modo. Et là-dedans, moi, j'ai envie de revisiter tout ce que je délègue à quelqu'un d'autre. Et à chaque fois que je délègue quelque chose qui est de l'ordre de ma subsistance à quelqu'un d'autre, j'espère qu'il va vouloir continuer à le faire. Et je peux me poser la question de s'il ne veut plus le faire et qu'il vient de me le dire, qu'est-ce que je fais? Alors, si je dis, bah, OK, pas de souci, je vais trouver quelqu'un d'autre, pas content de le faire pour moi, ou je vais le faire moi-même. Et s'il me dit non, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais moi-même, si je peux, ou est-ce que je le force? J'ai envie de m'interroger toujours sur tout ce qui va générer des rapports de domination dans mes choix. Ça, c'est ma ligne directrice.
Après, alors j'hésite pour vous dire ce que je fais demain. J'ai envie de partager peut-être ce que j'ai fait avant-hier. Donc, il y a 10 ans, j'étais déjà à temps partiel parce que pour la transition, il y a besoin d'un soutien, d'un contrat. Alors, moi, je cherche plutôt un mécène ou une mécène. J'ai un peu de temps. Et contrat, là, c'est avec l'État. Grâce à ma fonction de fonctionnaire. En fait, j'ai pu avoir un temps partiel. Donc, j'ai pu mettre mon temps au service de mes besoins de subsistance, mais pas non plus tout seul, dans un collectif, parce que seul, ça fait beaucoup moins sens et c'est beaucoup plus dur, parce que ça permet de mutualiser en fait tous les efforts. Dans un collectif, en mettant un temps partiel, du coup, j'ai commencé, et je pense que la première démarche Lotec, c'est de réduire les besoins. J'en arrive du coup aujourd'hui à être en yourte, consommer 40 fois moins d'eau qu'une famille moyenne à 4, 40 fois moins d'électricité, etc., etc., de l'autoproduire parce que je suis en dehors de tout réseau. Alors, avec des panneaux photovoltaïques, une batterie, ça c'est la transition. Et de toute façon, j'aimerais qu'on soit, comment dire, intransigeant sur la qualité de la transition. On ne va pas ne pas démonter correctement les centrales nucléaires et mettre à l'abri les combustibles, etc., etc. On ne va pas faire ça. On va continuer à former des ingénieurs qui vont être conscients des risques et trouver les bonnes solutions. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait depuis 10 ans en collectif et ça m'a permis d'expérimenter plein de low-tech. Et ce que je ferai demain, ce que j'ai pu expérimenter pendant mes vacances dans le village de mon beau-père, c'est proposer à un groupe ou un village un projet de résilience. Parce que dans ce village, il y a un ancien projet de site médiéval qui est un peu capoté et qui doit être repris. Donc un lieu où en fait on va faire que de la pure low-tech, mais c'est purement un but touristique. Et je me suis dit qu'on pouvait quand même imaginer, donc c'était 1347, on va faire un lien avec 2347 et proposer à la fois de la low-tech, mais pour les habitants du village, avec peut-être aussi un panneau solaire pour la recharge de quelques appareils, peut-être une voiture électrique sur des panneaux solaires indépendants de tout réseau au cas où ça foire, pour amener les personnes à l'hôpital, pour aller chercher ce qui n'est pas produit sur place, etc., etc. Et donc, j'ai commencé à en parler avec les artisans et avec quelques personnes un peu influentes dans le village. Ça a un peu pris. Voilà. Et je me suis dit, tiens, peut-être cette démarche-là, aller dans un village, pourquoi? Il y a déjà les habitants, il y a déjà les gens potentiellement intéressés par la résilience. Il y a un historique, souvent, qui donne envie de transmettre, donc de pérenniser. Et il y a souvent un savoir-faire local qui est encore un peu présent et qui est valorisé et qui permet de tendre vers l'autonomie. Donc ça, je crois que je vais le revisiter bientôt, demain. Alors, on a terminé. Merci de vous être pris à l'exercice. Merci beaucoup. Merci. Vous avez des questions, réactions? Ouais. Partage, oui. Merci pour cette question. J'avais une question à Olivier Pisson. C'était plutôt au sujet de l'éco-industrie locale que vous avez mentionné Le Luc Dando, DANDO. Et aussi la vision néo-industrielle que vous n'avez peut-être pas trop développée, mais du coup, je me posais la question de à quoi ça pourrait ressembler et quelle place aurait l'industrie dans ce système-là. Donc la question, c'est quelques références supplémentaires sur Luc Dando, son projet, et essayer de concrétiser un peu la vision dite néo-industrielle ou la bifurcation industrielle qu'on propose avec quelques collègues, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc voilà, le livre de Luc Dando, c'est pour une éco-industrie locale et soutenable. Et il a tenté un projet de créer des parapluies, de produire des parapluies avec une analyse de cycle de vie, avec une réflexion sur les impacts sociaux de cette production-là, etc., qui était localisée en Ariège. Et voilà, vraiment en pensant low-tech, même si lui, il n'emploie pas ce terme-là, du début à la fin.
Et ça a fonctionné un tout petit peu pendant un temps, mais ça restait un bricolage industriel, disons. Et alors, à quoi ça pourrait ressembler la bifurcation industrielle? Je pense que ça peut ressembler pas mal à ce que Sébastien a présenté sur l'utilisation de certaines machines qui fonctionnent encore, qui existent encore pour produire des tas de choses comme pour garder la laine et pour produire certaines pièces comme des roulements à billes, des chaînes de vélo, des choses comme ça. Donc, c'est l'idée d'une micro-industrie qui va ne pas chercher les gains de productivité, les effets d'échelle à tout prix. Voilà, c'est se tenir à distance de cette voie-là, qui est la voie classique, où on se dit, bah oui, mais quand même, voilà, il y a des effets d'échelle. Si je produis 2 fois plus, ça ne me coûtera pas 2 fois moins cher, donc on va produire plus. Non, s'imposer des limites dans la production, et notamment donc fabriquer ce qui ne peut pas être fabriqué artisanalement, et en particulier les outils des artisans. C'est-à-dire, c'est souvent un impensé des approches low-tech, do-it-yourself, c'est mais qui, au-delà du fait qu'on utilise des matériaux qui sont en quantité finie, vu que c'est du recyclage, qui fabrique les outils, qui fabrique soit la visseuse électrique, soit même le tournevis, quoi, voilà. Donc, c'est avoir une industrie pour cette production-là. Mais une immense majorité des objets pourraient être produits de façon artisanale ou avec une micro-industrie localisée de type voilà, filature. On va inonder le monde avec la métallurgie solaire. Ouais, il y a une... Vas-y. L'ordre de grandeur de la puissance des rois solaires par rapport à la. Ouais. Alors, oui, enfin, oui et non. C'est l'irradiance, quoi. Ouais, il faut savoir qu'on a à peu près 1000 watts de puissance par mètre carré avec l'irradiation solaire, au moins en Occident. C'est à midi, ça. À midi Ouais, à midi, mais même si le ciel est dégagé, ouais, on oscille entre 950 et 1050 watts par mètre carré de miroir. Alors, avec un taux de réflectivité, on va dire, c'est un miroir que j'ai fait presque moi-même, poli à la main, de 90%, donc on a autour de 900 watts par mètre carré. Et après, le projet de la puissance, enfin, ou l'idée de la puissance, la capacité à produire combien de kilos d'acier je peux produire par jour, en fait, alors, moi, elle ne me parle pas vraiment directement. C'est-à-dire que je préfère, dans la démarche d'utiliser l'énergie solaire, d'avoir une bonne surface qui va me permettre certains jours de produire de l'acier et d'accumuler cet acier. Donc, je vais aussi faire un peu d'ingénierie pour éviter qu'il rouille éventuellement. Les jours où il y a un petit voile nuageux, je vais faire du charbon végétal pour amender les sols et revitaliser un petit peu les sols agricoles morts. Et les jours où vraiment il y a très peu de soleil, je fais des conserves avec la même parabole. Et en fait, je crois que l'idée, c'est de penser complètement autrement aussi. L'utilisation de l'outil doit servir plusieurs usages. Donc, on peut faire le calcul assez facilement avec les paramètres thermodynamiques de la quantité d'énergie qu'il faut. Bastien a déjà calculé. Allez, moi, Bastien. Je n'ai pas le chiffre qui vient comme ça. Mais en fait, ce qui est important, du moment où on parle en termes de puissance, ce qui va être important, ça ne va pas forcément être la taille du concentrateur, mais plutôt le ratio de concentration. Oui. En fait. Donc, en fait, c'est la taille d'ouverture de ta parabole face à la taille de ce que tu veux chauffer. Parce que si tu veux chauffer quelque chose de très gros, très chaud, ben, il va te falloir vraiment une très très grosse parabole. Alors que si tu veux chauffer quelque chose de petit, pas très chaud, du coup, une parabole qui va être plus petite. Donc après, ouais, en termes de thermo, bon, le calcul, c'est pas super moment là, je pense. Alors, non, on avait fait un calcul avec Julien, on avait vu qu'une surface de 10 mètres carrés de miroir, donc 10 kilowatts, avec l'urine produite par une famille qui a aussi une vache, qui collecte aussi l'urine de la vache, donc le réducteur, permettait d'avoir par personne une dizaine de kilos par an. Ce qui est un vélo, c'est 10 kilos d'acier. Je n'ai pas besoin de un vélo par an. Et peut-être je peux le partager ce vélo. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à revisiter dans
dans la réduction des besoins, ça n'empêche pas de faire presque les mêmes actions en mutualisant, on trouve des stratégies. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Après, il y a un petit problème, ce que disait Bastien, c'est que du coup, dans le contrôle de la courbure pour focaliser le mieux possible le rayonnement solaire et donc avoir là très localement une forte puissance, donc une grande température, si j'ai un petit objet, là, il y a un petit peu de savoir-faire en fait. Mais ce n'est pas très compliqué de faire une parabole, au moins dans une dimension. Après, j'en mets une deuxième comme ça et je concentre en un plan. Il y a d'autres questions? Oui. Je m'appelle Malo, je suis à l'UQAM à Toulouse. Et j'ai été vachement touché par ce que vous avez dit dans le livre. Il y a beaucoup d'exemples qu'on voit, mais qui sont des exemples qui marchent dans la campagne, qui marchent dans les endroits où il n'y a pas de monde, où il y a une densité de personnes qui est faible, et où il y a des ressources. Du coup, je pense que nous, ici, on est nombreux, on est en ville, on a ces ressources-là. Et c'est beaucoup difficile de s'appuyer à pas mal de l'OPEC, comme on a dit aujourd'hui, parce que une fond, ça ne sert à rien, on n'a pas. Bah, je peux bien faire un jardin, mais je n'ai pas de jardin. Vaut mieux que ça ne serve à rien. Avec ces situations qui sont en ville, bah, elle est quand même compliquée à visualiser, parce que les besoins sont pas les mêmes, et du coup, je pense que il y a aussi cette relation-là. Parler justement de l'industrie, on parle vachement plus de ça, en fait, plutôt que des projets qui peuvent être faits en Ariège. C'est la question là, tu poses, on en a largement discuté entre nous, ça alimente quand même nos discussions largement, c'est la question urbaine. Ouais, on a clairement des villes de 100 000 habitants qui ne sont possibles avec ces densités de population que parce qu'on a un système, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de technologie, qu'on est hyper high-tech. Donc la question des villes dans un futur lointain, low-tech, une société pérenne, équitable et conviviale, je pense qu'elle est effectivement extrêmement compliquée. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait, est-ce que vous avez vu, vous, par exemple, pouvoir répartir les gens dans les campagnes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la quantité de personnes par mètre carré pourrait être suffisamment faible pour qu'on puisse avoir chacun son espace de toute manière? Oui, alors c'est possible. Hein. Chaque Français ici, chaque habitant de la métropole a 9000 m² pour lui. Alors, il y a 30% de montagne, 70% de plaine, etc. Mais voilà. Donc, 9000 m², je peux. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser la mutualisation. La force de la ville, c'est la mutualisation. C'est la médiathèque, l'outil tech, c'est la voiture partagée, etc. etc. Et potentiellement, pour une partie des services, des déplacements à pied. Le problème de la ville, c'est tous les flux d'approvisionnement de nourriture et de matériaux. Et ça, même si on revient à une situation low-tech, ça restera toujours le même problème. L'énergie pour transporter tout ce dont ont besoin les habitants et qui ne peuvent pas produire sur place. Mais il a existé par le passé de très grandes villes quand même. D'accord. Donc, une étude un peu ethnologique nous permettrait. Moins d'1 million, quoi. Ouais, voilà, moins d'1 million. Non, mais après, voilà. Évidemment. Je vais bien apporter un... Sur la réappropriation, peut-être. Ça veut dire qu'il faut quand même s'entendre pour que certains fassent certaines tâches et qu'à l'extérieur, on vienne nous apporter de la nourriture. Mais sur la réappropriation, peut-être, mais comment dire, sur la pérennité, c'est pas sûr si justement nous s'entendons. Ouais, mais je veux bien apporter un complément dessus sur cette question. Voilà, je ne sais pas s'il posait la question sur urbain-rural, c'est vraiment le bon angle aujourd'hui. Parce que ce qui est certain, c'est qu'un bout d'exode urbain est tout à fait possible. Hein, et certainement souhaitable pour déjà aller à l'encontre de la surmétropolisation, parce qu'on est quand même clairement dans cette logique-là. Donc, il y a une désescalade.
Mais après, se poser la question, est-ce qu'on serait plus autonome, chacun avec sa parcelle à la campagne? Voilà, c'est peut-être pas ça la société low-tech non plus. Et peut-être qu'on n'a pas suffisamment insisté sur ce truc-là. Ce serait quoi la société low-tech? Il n'y a pas que les objets qui changent. C'est vraiment des modes de vie qui sont radicalement différents, des rapports au travail qui sont différents, avec des possibilités de mutualisation de services, etc. Donc, c'est vraiment une société complètement organisée sur des principes différents. Voilà, ce n'est pas que son système technique qui est modifié. Hein, et dans ce cadre-là, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des personnes qui vivent dans des concentrations plus ou moins urbaines, un petit peu limitées dedans, et que ça s'intègre dans une société low-tech, que les gens ne produisent pas tous leur nourriture eux-mêmes. Ce n'est pas du tout un problème, quoi. Voilà, hein, c'est pas l'idée de l'autonomie individuelle, hein, loin de là. Je crois que c'était 1, 2, 3. On va essayer de donner des numéros, sinon on ne va pas s'en sortir. Allez, 1, 2, 3. À toi. Sur tous les aspects, vous montrez pas mal de solutions, mais vous montrez qu'il y a quand même un gros problème qui est sociétal. Et à ce titre-là, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord changer les règles de la société pour pouvoir mettre en place des low-tech? Parce que si juste on fait un peu des low-tech, chacun à la fois, mais qu'on ne peut pas vraiment pour changer la société à une grande échelle, ben on risque un peu de faire des effets et de se dire ah tiens, le reste point, c'est bon, tout va bien. Mais après, c'est pas le cas. Moi, je pense, ouais, spontanément, voilà, je réponds là. Je pense qu'il faut tout faire, hein, et cette idée de se sensibiliser par des petits ateliers bricolage, ça a des vertus. Les personnes sont tellement dépossédées du faire technique, et j'en fais partie, hein, que ça a des vertus, mais c'est pas un projet de société derrière. Que imaginer, recréer, comme on l'a pas mis là, mais il y a une société qui s'appelle Virgocop, qui pousse pour qu'une filière chanvre se développe en Occitanie, qui cherche des machines pour développer ça, etc. Et tout. Au début, ça risque d'être un produit de luxe, etc. Mais bon, ça amène ça fait partie des bifurcations qui sont accessibles ici et maintenant et de façon collective. Donc, je pense que voilà, faire mêler ces stratégies-là, ça peut être une bonne stratégie politique, au fond, pour transformer la société. Vous pensez qu'un développement technologique en low-tech, ça suffirait un peu si on veut à faire un changement? Non, j'avais bien précisé que, en l'occurrence, les modes de gouvernance de ces sociétés devaient s'inspirer de l'économie sociale. Donc, il ne s'agit pas juste de produire les bons objets, il s'agit de s'organiser différemment pour les produire. J'ai vraiment insisté sur ce point-là, et ça, c'est fondamental. Mais par contre, s'organiser différemment pour produire la même chose, ça ne marcherait pas non plus. Donc, il s'agit bien, voilà, de réinterroger de quoi on a vraiment besoin, de se dire de quels seraient les objets dont on aurait besoin pour remplir ces besoins-là, et de se le réapproprier collectivement, donc avec typiquement des structures coopératives. Et pour moi, la question telle que tu l'as posée, elle m'évoque la différence entre, parce que Olivier nous a montré l'incompatibilité avec le système capitaliste, c'est la différence entre abattre le capitalisme et le détricoter. Et je pense qu'il y a plein moyen de détricoter le capitalisme, c'est-à-dire en ayant justement, il y a moyen d'avoir des bulles. Les AMAP sont des bulles, sont du détricotage du capitalisme, parce que c'est un moyen de s'organiser différemment, à la fois dans la production, dans l'achat et dans le contrat du système dominant. Et donc, je pense que effectivement, on peut attendre le grand soir et y contribuer, c'est une stratégie possible. Mais aussi, il y a moyen de créer des alternatives au sein de ce système-là, à côté, en fait. Et je pense que c'est intéressant aussi de développer là à côté. Tant qu'on en est à débattre, à discuter, juste un point pas pour rentrer dans la polémique, mais dans la contradiction. Moi, je suis de près les activités de l'atelier paysan, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines ». Et dans la 4e de couverture du livre, on peut lire si vous pensez qu'avec le développement des AMAP, avec le fait qu'il y a de plus en plus de bio, etc., on est en train de gagner, que l'agriculture biologique et tout est en train de se diffuser. Si vous pensez ça, vous faites partie du problème.
C'est partie du problème. Parce que ça n'est qu'un complément de gamme, ça n'est qu'un segment à côté. Et il se trouve, ils font l'observation que le recours à l'aide alimentaire n'a cessé de croître. Donc, les deux peuvent coexister. Donc voilà, c'est la limite des alternatives aussi. Il faut essayer de combiner des changements structurels, sociétaux, et avec des projets politiques globaux, et quand même ces alternatives-là, pas individuelles, hein, on est sur des alternatives collectives comme ça. Mais... C'est à vous. Oui, ça va. C'est à toi. Je suis Marie-Marie et je suis enseignante à l'UNCSF. Je fais partie de l'INB aussi. Voilà. Et je voudrais resituer un petit peu pourquoi la low-tech, en fait, puisque vous ne l'avez pas abordé. Et en fait, je pense que c'est pour répondre aux enjeux liés aux crises écologiques, notamment de réchauffement climatique, mais toutes ces crises écologiques. Voilà. Et alors, on peut le voir comme un problème, et puis on peut le voir aussi comme une chance ou une opportunité, parce que ça peut être un moment d'effervescence, en fait, sur la réflexion. Pour définir de nouvelles façons de fonctionner. Comme ça, et la low-tech en fait partie. Et on invite les jeunes à trouver que ce soit une chance, en fait. Voilà. Et peut-être, moi, j'insisterai sur la low-tech, j'insisterai plus sur les questionnements par rapport aux besoins de chacun. C'est-à-dire que vraiment, dans la low-tech, pour moi, il y a cette notion de à quel besoin ça répond. Et c'est pas que la technologie. Mais vous l'avez dit, mais c'était peut-être pas assez. Et par contre, moi, pour l'ingénieur, j'ai envie de dire qu'on a besoin de ces professionnels qui ont des ordres de grandeur, qui sachent effectivement avoir cette analyse systémique, qui soient créatifs, justement, etc. Par exemple, si on veut rendre des appareils réparables, il faut une normalisation. Et donc là, un ingénieur, il peut avoir sur cette normalisation, par exemple, c'est important. Et il faut une normalisation, et c'est pas simple une normalisation, parce que ça veut dire aussi que ce soit pérenne dans le temps. C'est-à-dire que on voit actuellement l'obsolescence programmée. Il y a bien sûr des gens qui volontairement font de l'obsolescence programmée, mais il y a aussi du fait que c'est très difficile d'assurer la compatibilité entre les outils. Et donc là, il peut y avoir effectivement des réflexions, et je trouve que moi, je pense qu'on a besoin d'ingénieurs à ce niveau-là. Merci beaucoup. C'est à toi. J'avais une question sur un peu la sémantique, le terme low-tech. Souvent, quand on va dans les territoires un peu des campagnes, on va voir un paysan ou quelqu'un et on dit sort ce mot, il voit encore un anglicisme, mais il lui fait encore des yeux contents. Alors que quand on explique, et là, lui, il a tendance peut-être à faire des trucs comme ça, ou du moins, historiquement, il a peut-être tendance à avoir des procédés qui pouvait l'être un peu. Est-ce qu'il existe une traduction qu'on pourrait utiliser et comment sortir parce que dans la vision de low-tech, il y a quand même un côté vraiment de l'ancrage territorial qui a l'air d'être un outil important. Et comment lier le... C'est une réponse ou c'est... Si tu as une autre réponse. Ouais. Mais ma question, ça va un peu ça. C'est peut-être que le low-tech, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle un peu entre gens éduqués avec un certain niveau d'études supérieures. Et du coup, comment on fait pour en parler à des gens qui sont plus terre à terre? Voilà. Moi, alors, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que là, on s'interroge sur les low-tech parce qu'on est dans une société high-tech. Ailleurs dans le monde, dans les pays plus pauvres, les gens plus pauvres ne s'interrogent pas du tout sur cette limite. Ils font. Et du coup, je pense qu'on parle de low-tech parce qu'on s'adresse à des gens habitués au high-tech. En fait, c'est ce terme-là par opposition. La meilleure façon, après, que moi j'ai envie, que je prône, c'est cette société pérenne, équitable et conviviale, en fait. Finalement, c'est ça qu'on veut. Presque peu importe comment. Par contre, il ne faut pas s'arrêter de, à chaque fois, réévaluer nos choix sociétaux pour voir s'ils sont effectivement compatibles avec ces trois mots. Et si ce n'est pas le cas, on rediscute. Ouais, voilà. C'est vrai que le terme low-tech, il a quand même un sens. Le terme, il vient d'un livre de Ernst Schumacher,
Small is Beautiful. C'était le premier à avoir employé ça. Puis il y a eu d'autres, des tas de propositions de technologies conviviales, self-village, adaptées, etc. Et il y a quand même un sens à vouloir utiliser ce mot-là comme ce qui n'est pas l'autre de la high-tech. Ça veut dire on se pose des questions sur faire de la technologie autrement. Et je pense par rapport à un public d'ingénieurs, c'est quand même drôlement important. Parce qu'a priori, c'est comme s'il n'y avait qu'une manière de faire de la technologie. Voilà, hop, qui était guidée et tout. Voilà, on propose de partir sur d'autres bases et on définit quels sont ces critères-là. Pour moi, le critère de se poser des limites à la productivité et tout, c'est des critères qui sont vraiment importants auxquels on n'est pas spontanément habitué. Donc voilà, ça peut avoir un sens. Et le fait que ça reste dans une sphère un petit peu ingénieur et tout à ce moment-là, c'est peut-être pas très, très grave. Parce que c'est, disons, au moins là où on se produit la technologie, bah c'est une autre manière de produire la technologie. Pour moi, c'est une autre forme de faire de l'ingénierie aussi, pour la partie ingénierie. Après, le fait qu'un bonnet, ça remplace un chauffage, là, effectivement, on n'est plus sur du bon sens paysan, pour reprendre l'expression, et là, on sort du domaine de l'ingénierie à proprement parler, mais plus d'un autre rapport au monde. Ouais. Oui, c'est un mot qui n'a pas forcément vocation à être utilisé dans tous les contextes. Il me semble qu'il y avait une quatrième question là-bas. Peut-être pour toi. Ok, ben alors du coup, ça va être pour toi. Ouais. Vas-y. Moi, j'avais plein de questions, mais je pense que je vais dire. Alors, ok, alors. Non, alors, Il y en avait un là-bas. premièrement, c'est un peu facile, c'est juste parce que les slides, on pourrait les avoir ou pas. J'ai plein de gens qui n'ont pas pu venir et qui auraient bien aimé un retour parce que c'est utile ou pas. Oui, bien sûr. Et il y aura une. Ça a été en display. Donc, ça sera vite. La première question, c'est on est dans le GEI. Vous n'avez pas trop parlé d'électronique. On aime coder, on aime faire de l'électronique, ou en tout cas, on y voit quelque chose, on a des compétences là-dedans. Comment on fait du low-tech ou dans quelle direction on s'oriente? Parce que tel que c'est formulé, et puis David, les exemples, en fait, c'est surtout pour de la mécanique plus simple, ça va être pour un peu de génie civil peut-être, du chimique ou du biochimique dans toute la partie agricole. On n'a pas évoqué ce pan-là et je pense qu'il y a quand même, il y a sûrement plein de choses à faire. Et du coup, j'aimerais votre avis. Tu veux? Allez. Pendant nos longues discussions depuis 15 ans avec Sébastien sur savoir qu'est-ce qui était low-tech, qu'est-ce qui était high-tech et qu'est-ce qui faisait partie d'une société pérenne, équitable et conviviale, on ne peut pas démontrer les trucs. On peut juste avoir des intuitions. Notre intuition personnelle, c'est que l'électronique ne fait pas partie d'une société pérenne, équitable et conviviale. Pour plein de raisons. Elle arrive trop tard dans la révolution industrielle, trop de complexité, trop de matériaux, le dopage, PN, la jonction, je te passe les détails. Moi, voilà. La question que je me pose vraiment à titre personnel, c'est si l'électricité fait partie d'une société pérenne, équitable et conviviale. Et là, je n'ai pas la réponse. Et là, je n'ai pas l'intuition en disant oui ou non, parce que l'électricité, on peut imaginer des systèmes de production électrique relativement low-tech, faire une bobine avec du cuivre, ça s'est fait. Voilà, des aimants, ça se fait aussi. Voilà, il y a des trucs qu'on peut faire. On peut produire, si on regarde la manière dont l'électricité s'est développée après la révolution industrielle dans les années 1900. Et on avait une roue hydraulique qui produisait de l'électricité pour alimenter une ampoule dans chaque village. Dans chaque maison. Dans chaque maison, pardon, dans chaque maison d'un village. Tout le monde avec le bouquin. Voilà. Ça, je pense que ça doit pouvoir être jouable, peut-être, éventuellement, sur plusieurs siècles ou millénaires, d'avoir ça. Avoir des jonctions PN, perso, je n'y crois pas. Mais ça amène un peu, du coup, ma dernière question, c'était sur... il y a un mot que vous n'avez jamais prononcé. Pourtant, vous avez donné plein d'exemples low-tech, ça a été assez concret sur plein d'aspects. Mais vous avez plusieurs fois parlé de projet de société low-tech sans le définir. On entendait vraiment... derrière qu'en fait, les manières de penser, le rapport au temps, le rapport au confort aussi en partie, devaient changer. Moi, j'ai entendu énormément le mot décroissance à plein de moments, mais vous n'en avez pas parlé. Est-ce que c'est, selon vous, une des uniques possibilités pour une société, pour un projet de société locale? La décroissance des émissions carbone, la décroissance des dominations, la décroissance des pollutions, la décroissance des inégalités, ouais, je suis pour à 100%. On n'a pas demandé parce que c'était tellement évident. Oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai que sans en faire un tabou, mais ça s'inscrit dans cette vision-là de l'économie aussi et les propositions
de fonctionnement du système productif là, qui était faite, elles s'inscrivent aussi dans cette ligne-là directement. La croissance du partage, la croissance de la joie, le support aussi à 100%. Et juste pour ce que tu disais de ta question sur la place du numérique dans tout ça. Ouais, tu as dit l'électronique. Parce que c'est un électronicien. D'accord. Alors, si tu n'as pas dit numérique, je ne réponds pas sur le numérique. Pas de penser au domaine médical notamment. Mais, non, c'est plutôt, je repars sur cette distinction entre là où on part aujourd'hui et que ça serait quoi une société pérenne, équitable, conviviale, etc. Et c'est cool d'en discuter pendant des heures au café et tout ou quoi, mais en même temps, on part de là où on est. Et peut-être la première chose à faire sur ces questions-là, c'est de ne pas se leurrer sur les capacités du numérique à enclencher ces bifurcations. Donc, on prend ce qu'on a aujourd'hui et que ça a été fait avec un ordinateur. Certains dessins, et encore je ne suis même pas sûr, hein. Je rappelle que la bombe atomique a été créée sans ordinateur, voilà, donc on peut faire des choses quand même importantes. Mais en tout cas, on prend ce que... mais normalement, ça impose. On prend ce qu'on a, mais on se méfie de l'escalade numérique. On cherche à aller vers une désescalade numérique, par exemple. Voilà, plutôt que se poser la question directement, est-ce qu'on peut l'enlever complètement? Déjà, la désescalade. Après, j'avais eu ce même genre de questions un peu dans un autre cours. Et en fait, une réponse qu'on peut faire aussi, c'est que si on imagine qu'on a 2 millions d'années devant nous, on peut du coup se dire on a le temps de faire de la recherche. Et du coup, si en plus on a une énergie, des matériaux renouvelables devant nous, on peut, si tout le monde en a sa part, etc., et qu'on a une vision à long terme, en investir une partie du surplus dans un domaine qui nous tient à cœur. L'exploration spatiale, avec une lunette. Le verre, c'est pas simple non plus. Mais l'électronique, etc., on peut faire ces choix-là. Si tout le monde voilà, a sa part, en fait. Et si on vise à 2 millions d'années, on a le temps de prendre les décisions. Il y avait un numéro 5 d'abord là-bas. Dernière question. Non? Et on se dit qu'on arrête à 20h30. Le truc, c'est qu'il y a une soirée au Bar INSA. Et donc, on s'est dit que c'était une très bonne opportunité pour conviviale de continuer la discussion, de rapporter des sous aux étudiants de génie physique qui sont vraiment super et qui organisent la soirée. Et vu qu'on s'est dit qu'on allait passer la soirée pour refaire le monde, il faut un peu de temps. On vous propose une dernière question et puis après, on peut migrer. À 20h30. Ah, oui, 20h30. Ouais. À quel est-ce que vous gagnez un monde si on y allait maintenant? Mondial. Mondial, c'est pas un monde équitable. Et alors, la question de l'échelle, elle est effectivement importante. Elle rejoint peut-être la question de la ville. Est-ce que c'est sur ça? Moi, je le vois bien à l'échelle de villages, centaines d'habitants ou un peu plus, mais de réseau de villages, en fait, à l'échelle mondiale. Avec peut-être d'autres centres, peut-être dans des endroits où il y a plus d'abondance, un peu plus gros. Mais en fait, je le vois comme une association de groupes qui se connaissent, de collectifs qui ont envie d'être ensemble, etc. Et qui sont en réseau. On se pose la question des moyens de communication, peut-être, des moyens de décision, etc. Ça, c'est le mot de ma réponse. Allez, tu as droit à la dernière, du coup. Moi, ma question, c'était en termes de projet sociétal. Donc, pour migrer vers cette société qui me paraît plutôt idéale, comment est-ce qu'on arrive à vendre le concept de sobriété à des personnes qui sont habituées à de la facilité, à du tout prêt, à du... surtout en termes de marketing de cette société, on arrive à rendre la sobriété un peu attrayante. Est-ce que c'est justement via la réappropriation des méthodes de stabilisation? Je pense avec le sourire. Si, moi, je fais l'effort, je me lève à 4h30 pour venir en bus parce que mon collectif il est à 100 bornes. Pour être là à 8h, mais j'arrive en pleine forme avec le sourire.
je m'effondre dans mon bureau à midi, jusqu'à 14 heures où je repars avec le sourire. Je crois qu'il faut le vivre et ça rayonne, à mon avis. Enfin, ça, c'est pour moi, sans faire trop de pub. Quoi. Non, puis en tout cas, il faut essayer. Les expériences inspirent. Enfin, moi c'est ce qui m'inspire. Le truc, c'est que là, on a parlé lors du quiz, on a montré quelques objets comme ça, low-tech, etc. Mais on n'a pas trop parlé de, en fait, la véritable et sincère joie d'utiliser ces objets. En fait. Et c'est vrai, je veux dire, c'est même pas pour faire de la pub ou du marketing, c'est qu'à un moment donné, se dire, en ce moment, je suis en train de faire un truc, je pourrais le faire avec un objet high-tech, en fait, je fais radicalement différent. Se glisser dans un lit dans lequel il y a des pierres chaudes ou faire sa vaisselle en disant qu'en fait, on n'a pas de la vaisselle et qu'en fait, du coup, on n'aura pas à se faire chier avec un réparateur, le truc qui tombe en panne, le machin, le truc comme ça, et que personne n'enlèvera mon éponge pour faire la vaisselle. En fait, ça, prendre soin d'un hectare sans avoir de débroussailleuse, nous, on a un hectare et demi, on n'a pas de tondeuse, on n'a pas d'objet agricole. On a des faux, des machins, des pioches. En fait, sérieux, en fait, c'est chouette. Vraiment, quoi. C'est-à-dire de vivre dans un endroit où tu dis, en fait, j'ai pas de tondeuse. Et c'est chouette, tu vois. Donc, vraiment, c'est pas du marketing, en fait, c'est vraiment, ça peut remplir de joie, en fait, d'introduire un peu de low-tech, ou un peu ou beaucoup de low-tech dans cette. Si vous voulez, j'ai plein de joie chez moi à faire.